On se dit quoi avec le Radio Cote? Vas-y, pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Non, pas dedans. Bah oui. Tant pis, vas-y. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez Louise. On est avec le Radio Cote, mais pas que ce soir. C'est une émission très spéciale parce qu'on accueille aussi le Cote citoyen. Alors ce soir, on va parler des lobbies. Voilà, personnellement, je ne m'y connais pas tout à fait, mais on va apprendre plein de choses ce soir, c'est ça qui va être super. Alors on va commencer par l'interview du Cote citoyen, qui sera faite par Marie. Ensuite, ce sera le petit JP d'Émilie, suivi d'un jeu par Talia. On parlera ensuite des lobbies et de la démocratie avec Émile. Il y aura ensuite une interview d'un ancien champion du monde de beatbox par Dorian. On parlera ensuite de l'évolution de l'image du lobbying à travers l'histoire avec Rulio. On parlera ensuite des GAFAM avec Laurette et on terminera par les lobbies écologistes avec Pauline. Mais ta musique, introduis ta musique. Alors maintenant, on va écouter Tangerine. You know you're a heartbreaker, baby. You're too good at leaving. And you know I'm a storm chaser, babe. I don't stop believing. Me and you got a lot to say when we go and walk away. Your hair still stuck in my bedsheets. Your scent sweet like tangerines. Doing what I can do to come clean. Addicted to you and your misery. No brush but you left your toothpaste. So I won't forget how you taste. Been going out all place to place, but all I look for is your face. Oh, oh, oh. You know you're a sorceress, don't you, babe? Put me under your spell. And you know I'm tortured, oh babe. Was it so hard to tell? Me and you got a lot to say, but we won't walk away. Your hair still stuck in my bedsheets. Your scent sweet like tangerine. Doing what I can do to come clean. Addicted to you and your misery. No brush but you left your toothpaste. So I won't forget how you taste. Been going out all place to place, but all I look for is your face. For baby, all I look for, I'm still searching, babe. I'm still, your hair still stuck in my bedsheets. Your scent sweet like tangerine. Doing what I can do to come clean. Addicted to you and your misery. No brush but you left a toothpaste. So I won't forget how you taste. Yeah, 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 yeah. I won't forget you, baby. I won't forget you, get you, girl. I don't get you, girl. Da, 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 da. Bonsoir à tous, on se retrouve chez Louise avec le Radio Cote et on va commencer tout de suite cette émission par l'interview du Cote citoyen par Marie. Hello. Et nous avons avec nous Juliane et Elodie. Hello. Salut. Salut les filles. On va directement commencer. Le Cote citoyen, qui êtes-vous et quel est le but de votre projet ?
Alors le code citoyen, on a un code à projet qui est basé à Louvain-la-Neuve. Et le but du projet, c'est promouvoir les questions sociétales, citoyennes et politiques en essayant de vulgariser tout ça pour les étudiants et rendre ça accessible à tout le monde. Ouais. Et du coup, je suppose que vous faites ça autour de certaines activités, des thématiques, etc. Exactement. On a plusieurs activités durant toute l'année et on a plein de thématiques différentes. Cette semaine, on a la semaine citoyenne. Donc, on a la thématique du lobbying. Et on fait plein d'activités autour du lobby. Et puis après, on change de thématique dans l'année. On a fait une thématique sur la légalisation du cannabis. Sur la défense, l'armée, etc. Sur la défense. Okay. Donc voilà, ça tourne autour de plein de thématiques différentes. Ouais. Du coup, toutes ces activités, vous les faites en présentiel, etc. Mais j'ai vu que vous êtes aussi assez actifs sur les réseaux sociaux. Par exemple, avec les 5 actus de la semaine, etc. Où vous faites des petites vidéos, des reels pour expliquer un peu, par exemple, quels sont les différents partis, etc. Oui. Est-ce que le but avec ça, c'est de sensibiliser les plus jeunes à la politique et à certaines thématiques via les réseaux sociaux ou pas nécessairement ? Oui, exactement. Le but, c'est d'essayer de toucher tout le monde parce qu'on sait que nos activités ne sont pas accessibles forcément. De venir à une conférence, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, on essaye de sensibiliser à toutes les actualités de la semaine. Donc, par 5 actus toutes les semaines, tous les vendredis. On fait aussi des fiches pour les nuls sur certains sujets pour essayer de les comprendre plus facilement. Ou des qui-est, par exemple. On présente une personnalité connue pour le moment dans le monde souvent politique, mais ça peut être... on a présenté un juge la dernière fois, donc ça peut être assez varié. Et en plus de ça, l'année passée, pendant les élections, on a fait une vidéo pour expliquer un peu les grandes lignes de chaque programme, de chaque parti. Donc ça, c'était hyper intéressant pour essayer de comprendre plus facilement les élections qui nous attendaient. Et on fait des recommandations de podcasts, de livres. Okay. On essaie un peu de diversifier tout ça. Ok. Et du coup, vous en parliez déjà des thématiques des semaines, etc. Cette semaine, c'est donc la semaine citoyenne. Et aujourd'hui, on a donc un partenariat avec vous. Vous restez ici pendant les 2 heures entières pour parler de ce thème. Excusez-moi. Elle est centrée donc sur le thème des lobbies, cette émission. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet pour cette semaine et pour l'émission du coup? Mais ça, je te laisse répondre parce que j'étais pas là quand ils ont décidé le thème. Vu que notre code est basé sur les questions politiques, citoyennes et sociétales, l'année passée, ça s'est vraiment tourné que autour des questions politiques, ou en tout cas en grande partie, étant donné que c'était les élections, c'était le plus important. Donc cette année, même si le lobbying reste quand même assez politisé, on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Et c'est un sujet que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, qui est très compliqué. Et on s'est dit qu'essayer de vulgariser ça et de rendre ça très accessible, c'était une bonne idée. Mais du coup, comme on va en parler en long et en large pendant toute l'émission, est-ce que vous pourriez faire une petite introduction du thème des lobbying? En quoi ça consiste? C'est quoi un lobby? Alors, un lobbyiste, c'est quelqu'un, ça peut être pas forcément une personne, mais ça peut être une entreprise, une ONG, ça peut être plein de choses différentes. Et c'est en fait des gens qui vont vouloir influencer les décideurs, les politiciens, etc., pour vouloir changer quelque chose dans la politique. Donc, ils veulent vraiment... le but, c'est vraiment qu'ils influencent les politiciens de différentes manières. Comment est-ce qu'ils influencent? Soit ils vont voir les politiciens directement en face, soit ils font ça via les médias, ils peuvent faire ça via des manifs, je pense, je sais plus trop, mais il y a plein de façons d'influencer tout ça, et leur but c'est de créer du changement là-dedans, quoi. Mais je sais pas si tu as une meilleure explication. C'est parfait. Mais du coup, dans l'explication, je dis ça pour les auditeurs, je sais pas si pour eux c'est clair. Est-ce que c'est donc bien ou mauvais un groupe de lobbyistes? Parce qu'une influence, elle peut être positive, mais elle peut être négative aussi. Et j'ai l'impression quand même que dans les médias, quand on parle de groupes lobbyistes, c'est souvent un peu avec une connotation négative. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a moyen que des lobbyistes aient un impact positif aussi sur la politique et la société? Oui, bien sûr, je pense que il y a des lobbyistes positifs, il y en a qui sont négatifs, après chacun a son avis dessus, mais je pense que oui, il y a des lobbyistes qui sont très positifs aussi. C'est vrai que dans la plupart du cas, c'est plutôt
vu d'une manière très péjorative, mais voilà. Je pense que c'est aussi la manière dont ils essayent d'arriver à leur fin, qui peut parfois être vue d'une manière assez négative. Mais après, les changements qu'ils proposent, ça c'est à chacun de voir ce qu'ils en pensent. Quoi. Et là, quand tu parles de la manière dont ils vont arriver à leur fin, moi je pense directement à la corruption, et je sais que c'est un thème dont on va parler aussi aujourd'hui. Ça fait aussi partie des thèmes que vous abordez du coup pendant la semaine citoyenne. C'est à côté des lobbyistes. La corruption, ça fait d'office partie de si t'es lobbying, enfin si tu fais du lobbying, il y aura d'office de la corruption dans ça, mais je sais pas s'ils ont prévu d'en parler, mais je crois oui, il y a une chronique sur je pense qu'ils vont en parler après effectivement, mais on n'en a pas parlé forcément durant notre autre activité. C'est pas ça, c'est ça, on s'est pas centré là-dessus. C'est pas centré là-dessus exactement. Ok. Bon, c'était juste aussi pour demander si lobbying voulait d'office dire corruption, mais comme il y a aussi moyen de faire du lobbying en positif, pas d'office du coup. Je pense que c'est pas d'office de la corruption, mais effectivement, il y en a. J'ai trop hâte d'entendre ce que cette émission va nous apporter. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. On va poursuivre tout de suite. Je vais vous laisser avec une petite musique de Ben Mazué et on se retrouve juste après. Tu aimes les petits Jean-Pierre, hein? Bonsoir à tous, on se retrouve chez Louise avec le Radio Cote. On est actuellement avec Émilie.
mais aussi avec 2 membres du Citoyen. On est avec Colin et Alexandre. Exactement, bonjour à tous. Bonsoir les gars, j'espère que vous êtes prêts pour le petit JP du Radio Côte. On a tout à fait hâte. Qui va être fourni ce soir, c'est pas vrai. Alors, pour vous expliquer et pour expliquer aux auditeurs, le petit JP, c'est le moment insolite, la minute insolite. Je vous ai récolté quelques trucs. Le premier, c'est qu'aux États-Unis, il y a un livreur qui s'est fait brûler par une boisson Starbucks et qui a obtenu 50 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est pas mal. Il s'est fait brûler à combien de degrés exactement pour avoir Il s'est 50 renversé millions un thé sur la main. Ah, juste comme ça? Ils sont généreux, Starbucks. Hein. Et il a gagné 50 millions de dollars, donc vous savez ce qu'il faut faire. Comment c'est possible? Genre, tu portes juste plainte et tu gagnes. Ah ouais. Enfin, Après, c'est les États-Unis. Hein. Oui. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu ça avec une pub ici en Belgique. Un micro-ondes aussi une fois aux États-Unis. Oui, mais aux États-Unis, ils sont assez. Un chien mis dans un micro-ondes pour le sécher après une balade dehors et du coup le chien est mort. Oh mon dieu. Oh waouh. Et vu qu'il n'était pas mis de ne pas mettre son chien en micro-ondes, mais la madame a gagné. Enfin, à qui a porté le chien a gagné beaucoup En d'argent. mode, comme elle aurait pas pu savoir. Ouais, Elle a pas fini en tôle? Non, du tout. Juste elle a gagné plein de thunes et du coup voilà. Et est-ce que maintenant Starbucks a genre mis une clause dans ses règlements pour que plus personne leur vole 50 millions comme ça? Bon, en tout cas, je leur conseille quoi. Ouais, vraiment. La deuxième, c'est que Volkswagen vend désormais autant de saucisses que de voitures. Le groupe allemand vend près de 9 millions de saucisses et de voitures. C'est ce que viennent de révéler les derniers chiffres communiqués par le groupe. Mais ça, c'est incroyable parce que je ne savais personnellement pas du tout qu'ils vendaient. Mais moi non plus. Je l'ai vu dans le journal. Qui savait ça, franchement? Parce que t'as dit ouais comme si tu le savais depuis. Je le savais vraiment depuis 3 jours, ouais. Bah oui, après, c'est bon. plus abordable les saucisses que les voitures, on va se dire. Si jamais Le Monde a fait un article là-dessus sur Instagram. Ouais. Très bien fait. Sympa. J'irai voir. Incroyable. Ils savent plus quoi dire. Alors, j'ai vu aussi, ça c'est moi je l'ai vu personnellement, qui est un sac à dos qui a été retrouvé après 40 ans. C'était un alpiniste qui l'avait perdu. Je pense qu'il est décédé depuis. Et du coup, c'est les 2 sœurs, donc les 2 filles, qui ont retrouvé le sac à dos de leur père avec des souvenirs dedans qui datent de 1985. Donc, dinguerie. Et il contenait notamment des bobines de films de son expédition. Donc, mais il était mort en montagne. Ça, c'est incroyable. Ça, j'en sais c'est pas rien. Ça l'histoire? Disparu, oui. Ouais, oui, ça, disparu en 85 lors de l'ascension du volcan Tupungato. Je sais pas comment c'est on dit où ça. Tout à fait. Oui. Où, j'en sais rien. C'est vous pas voulez en faire une Belgique en tout recherche. cas. Non, c'est vrai. On n'a pas encore de volcan pour l'instant. Et il a retrouvé des films, mais on peut les regarder. Ses enfants, du coup, ont retrouvé le sac à dos de leur père, père. en allant sur place. Ouais. En Là fait, où il est mort, décédé quoi, pendant son ascension. Et parce que ça arrive très souvent. Je sais pas si vous avez déjà entendu, mais l'Everest, vous avez vu d'office Kaizen. Oui. Le nombre de cadavres qui sont là-bas, ils restent là-bas, quoi. Bisous, c'est ciao. Bah, on va pas les rechercher. Surtout hein. quand on sait pas qu'ils sont morts, genre, enfin, où ils sont morts, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, à quel niveau de l'ascension, quoi. Ouais. Bah, peut-être que maintenant on va essayer de les retrouver pour trouver d'autres sacs comme ça avec des avec des films dedans. Ça aussi. pourrait être quelque chose. Il y avait aussi, pareil, genre un Belge, mais du côté de la Flandre, qui était parti, je pense que c'est en Norvège, en Suède, enfin, bien dans le nord, et qui est mort pendant une tempête de neige, et c'est sa famille qui a retrouvé son appareil photo. Donc pareil, genre, c'est fou quand même. Mais les appareils et tout comme ça, ils marchent encore après autant de temps? Mais oui, mais c'est ça que je me dis. Il y a toujours moyen de récupérer, je pense. Ouais. Mon Mais téléphone, il fait moins 10 une fois, il marche plus, donc je me dis un appareil photo. Les vieux appareils photo, c'est robuste, je pense. C'est robuste. Petite minute football. Il y a eu une vente aux enchères d'un maillot de Zidane. Essayez peut-être de deviner, c'est un maillot porté lors de la finale de la Coupe du Monde de 98. Ah ouais. Essayez de deviner le prix. J'ai qu'ils vu, ont je payé. peux plus jouer. Ça doit être énorme. Pour un maillot. Ah, tu peux monter mon son. Pardon. 15 000 euros. 15 000, Plus que ça. non, 2 millions? Non, pas autant. C'est en tout de 100 000. C'est un joueur. Mais c'est au plus. 80 000. Non, c'est moins. 65 000. Presque. 52 000. On va. J'étais quand même pas si loin. Ouais. En vrai, j'aurais pas mis ce prix-là. Mais 2 millions. Je suis pas très fan de foot, mais le fait d'acheter un t-shirt. Bah, fan ou pas fan, en vrai, le 52 000. Faut avoir beaucoup d'argent pour faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou être très très fan. Faut vraiment être un kiffeur. Ouais. Et pareil, niveau réapparition, il y a une femme de 52 ans qui est réapparue 52 ans après sa disparition. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Genre, Donc, elle a été portée disparue il y a 52 ans et ils l'ont retrouvée. Et elle a su raconter ce qui lui est arrivé. En mode ah oui, mais je suis partie, j'ai disparu normal. C'est une meuf au Royaume-Uni
qui du coup a été retrouvé en pleine santé, suscitant de nombreuses questions sur les circonstances de sa disparition prolongée parce que... Ah oui. Elle avait aucun proche qui se sont rendus compte que. Mais ça faisait si, 52 justement, ans elle que- était il savait juste pas où elle disparue, était. mais il savait pas où elle était et je Oui, pense mais si qu'elle ne elle était voulait pas toujours être en pleine retrouvée. vie. Ah oui, c'est ça, elle s'est jamais manifestée. Oui, non. Ok. C'est fou qu'elle soit revenue comme ça après 52 ans. En mode, Et yo, comment on l'a mode, retrouvée à la couille. Est-ce que ça, elle a un peu fait chier qu'on la retrouve Non, c'est vrai. Je pense, en vrai, je pense voulait que quand rester tu disparais tranquille. 52 ans... Ouais. Non, parce elle a été retrouvée, donc d'office, c'est Mhm. quelqu'un qui l'a retrouvée dans la rue en mode « Ah, mais Ça pas- fait 52 ans que vous cherchez. c'est là, toi !» Imagine, tu croises ta fille depuis 52 ans. Putain, ça fait un Ah bail. ouais, Elle a dû avoir changé un petit peu quand même. Et c'était où ça encore En Au Angleterre. Royaume-Uni. Ah, ok. Toujours aussi insolite, il y a un pêcheur péruvien de 61 ans qui a survécu en mer en se nourrissant de poissons de cafard et d'une tortue avant d'être... Anecdote. Hier, on Balance. était au Rabelais après notre super débat. Wally reçoit sa bière. Un cafard tombe dedans. Oh. Donc, je peux confirmer que c'est très nourrissant les cafards. Ah ça oui. m'étonne pas qu'il ait survécu aussi longtemps. Tu as bu ta bière? Oui, Mais sans le cafard du coup. sans le cafard. Ah, tu l'as quand même Dommage. retiré. Oui, Tu je voulais me pas suis les quand même protes. dit que j'allais l'enlever, mais j'ai franchement failli. J'ai pris mon verre et puis l'école était extrêmement proche de moi. Tu l'as J'ai fait, regardé, il t'a oula. regardé. Non, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont demandé de payer en cash? Non. Je sais pas, j'ai pas Non, compris, on a moi. payé par carte. Cool. Pourquoi? Parce qu'avant, ils demandaient tout le temps de payer en cash. Ouais, c'est trop mais chiant. la petite technique, c'est si t'as une grande table, si vous payez ensemble, ils acceptent la carte. Ah. C'est donc Et ça après, qu'on il faut a faire fait. des petits QR codes. Les petits T'es un tips, professionnel du Rabelais. du citoyen. C'est ça. Les petits tips du citoyen, n'hésitez pas. Ici, cette fois-ci, c'est à Rio qu'on se retrouve. C'est les GPS qui emmènent les touristes dans les favelas où ils se font assassiner. Wesh. Voilà, il y a une des victimes qui venait de visiter la statue du Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Une autre avait pris un Uber pour sortir le soir dans la métropole brésilienne. Bref. Et tous deux ont été tués par balle. Genre, Dans les ils ont pris favelas. un GPS et le GPS les a amenés dans un favelas. C'est des GPS truqués de base pour. Genre ils mettent une adresse et ça les emmène pas à l'adresse qu'ils voulaient de base. Ou alors c'est les Uber qui les emmènent volontairement. Oui, Ouais. parce que sinon, c'est des très méchants GPS. Mais non, il y en a Super une qui avait pris un Uber, mais l'autre, je pense que juste... elle avait pris un GPS en mode, voilà, je vais prendre mon Mais tel. ça, c'est et- un peu le stress dès que tu pars à l'étranger dans un endroit que tu connais pas trop, de te faire enlever par ton chauffeur de taxi ou de Ouais, Uber. ouais, ouais. Mais Je même pense qu'il y a ici à beaucoup de gens qui Bruxelles. ont hein. ça, ouais, ouais. C'est Oui, Bolt. partout. Hein. Moi, les taxis, ça me rassure pas. hein. Oui, c'est ça. Tu te dis, bah, à tout moment, il va m'emmener pas du tout au bon Hop endroit, là, il m'égorger drift. à la fin. Quand t'es en stop et que le mec s'arrête pas là où tu l'as demandé, t'es là. Ouais, mais vraiment, je suis déjà parti en vacances une fois, on a pris un chauffeur de taxi. Et mon père, genre, juste avant qu'on parte, m'avait raconté, ouais, à tout moment, vous allez vous arrêter, il va vous égorger. Je connais ça. Merci, papa. Super sympa. Ah, voilà, la fois passée, j'ai osé prendre deux mecs en stop. Et genre, ils arrivent, j'habite du côté du Uno. J'étais dans mon petit village et tout en voiture. Et il y a deux mecs qui me font du stop. Et je passe devant eux. Et vraiment, ils me regardent en mode chiant, t'aurais pu t'arrêter. Du coup, je fais ok, c'est bon, je m'arrête. Et je vois deux types arriver. Je fais pas fou quand même. Du Je coup, suis dans la c'était petite quatre voiture. Non, non, juste deux types comme ça Ah ok, oui. qui marchaient. Et puis j'ai vu que c'était des mecs avec la veste de la centrale où je suis baptisée ici à Louvain-la-Neuve. Et je fais ouf, je sais, ça va, c'est des mecs que je connais a priori, donc ça s'est bien passé, mais c'est vrai que tu peux tomber sur n'importe qui dans un taxi, c'est une folie. Enfin bref. Surtout On va- à Rio de Janeiro. Oui. 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 Qui vous amène dans les favelas, sortez du taxi. Alors ici, ça parle d'animaux, on parle de travaux également. C'est qu'il y a des castors qui ont fait économiser 1 million d'euros aux contribuables tchèques en réhabilitant un terrain militaire au sud de Prague avant le feu vert longtemps attendu pour l'arrivée des tractopelles, a expliqué l'agence tchèque pour la conservation de la nature. Donc voilà, les castors ont fait le Les taf. castors ont Ils ont fait un réhabilité, barrage ou ils ont cassé, enfin fait tomber tous les arbres. Non, je pense qu'ils ont tout mangé. Mais j'ai vu récemment une émission sur les castors et c'est vraiment zinzin ce qu'ils font. Genre. Mais apparemment, c'est pas considéré comme une espèce invasive à des endroits, tellement ça détruit tout. Bah, Je sais pas, non, mais... mais je sais qu'il y a des régions de France où il y a des hommes qui font, entre guillemets, les faux castors et qui se sont rendus compte que c'est parfois plus efficace Hein que des barrages construits Ouais, par les l'homme, barrages comme on a qui eu font les l'habitude de castors. faire. Et du coup, ces gens-là imitent les barrages faits par les castors parce qu'il n'y a pas de castors assez dans leur Aujourd'hui, je rivière. me sens genre. castor. J'ai pris rangé le bras. Mais en vrai, c'est hyper malin pour économiser de l'argent. Genre, si des entreprises ont plus d'ouvriers ou quoi, mettez des castors. Tu prends un castor, vous êtes engagé. Voilà. Mais je sais pas s'il y en a tant que ça en Belgique, par contre, des castors Dans le Lozelle. Si, Il y en a on a. Ouais, dans le Lozelle, il y en a. Ah, Ah ouais c'est vrai. Beaucoup, je Ouais, sais dans pas, le mais- Luxembourg aussi, j'ai déjà Ah, moi, j'en entendu ai des jamais histoires vu. de castors. Et Parce pourtant, que je l'ai même, arpenté le bois de Lozelle aujourd'hui. Oui, pareil. Oui, moi aussi, ouais. Non, moi c'était Bois des Rêves. T'as fait les 10 Ouais. Ah, stylé. Mais ouais, moi aussi, du coup.
Félicitations, ça a été Ouais, trop bien. incroyable. Tu peux te avancer près de ton micro comme ça on t'entend. Parfait. J'étais trop à l'aise. Petite dernière info un peu dramatique. Je sais pas si vous avez entendu parler du pont d'autoroute qui s'est écroulé du côté de la Louvière. Non. Genre, les gens étaient en train de rouler et c'est un énorme pont d'autoroute, donc c'est du côté de chez moi, donc je connais. Et le pont s'est écroulé comme ça, paf. Genre, C'est haut? oui, mais il y a eu 2 morts, il me semble 1 mort ou 2 blessés ou un truc comme ça. Mais les vraiment, voitures genre- sont tombées avec le pont, quoi. Ouais. Genre, Ah, mais c'était un t'étais pont sur au-dessus l'autoroute. d'une autoroute et en même temps une autoroute où C'était au-dessus d'un canal. Ah, ok. Ah ouais. Donc, heureusement, il y avait pas de péniche en dessous. qui Mais passait. les routes dans ce pays, c'est vraiment une dinguerie. hein. Mais j'ai Ouais, vu c'est que un celui vrai problème. du ring de Charleroi, c'est pareil, il est en train de. Quand je suis rentrée Comme ça. d'Erasmus, j'étais dans la voiture et c'était mon père qui conduisait pour me ramener d'Erasmus. Et au moment où on a passé la frontière, je me suis réveillée, j'ai dit à mon père, est-ce qu'on est en Belgique? Parce que je sentais que la route, il y avait des trous partout. Et j'étais en mode, je le sens, genre. C'est vrai que par rapport à la France, Ça genre, m'étonne c'est hyper différent. Ah non, mais quand tu vas sur le 411 vers le Luxembourg, Ah oui. la route elle est faite en 14 revêtements différents. Ouais, tu vois des petites Ça m'étonne couleurs. ça m'étonne pas que des ponts soient effondrés. Ah, quand je conduis, moi, je serre les dents parce que j'ai regardé ça avec tous les nids de poules qui passent en dessous de ta voiture. T'es là comme ça. Vive la Belgique. Non, ça fait mal aux roues en vrai. Enfin voilà, c'était mon petit JP du. Mais écoute, merci 19 beaucoup, mars. Émilie. C'était Bah, super. Super intéressant. on a C'était appris pas énormément de hyper choses. insolite, mais c'était de Bah, moi, l'info. j'ai beaucoup aimé tes Ouais, infos. moi voilà. j'ai trouvé ça très insolite Parce qu'on personnellement. fait ça jusqu'à la fin de l'émission. Malheureusement, non. J'ai déjà galéré à trouver tous ces trucs. Enfin voilà, comme ça vous savez, pour la prochaine fois. On se retrouve juste après. En attendant, je vais vous mettre une petite chanson de Bécard. Allongé sur la moquette, j'allume une dernière clope. Mes yeux sont bloqués sur la fumée qui flotte. Je connais bien le bruit du silence, tu sais ce truc qui est en toqué. J'ai fait 10 fois le tour du salon, je découvre encore des objets. On se partageait nos peines, mais pas ce qu'il y a dans nos tels. Ça a créé des problèmes, mais pas n'importe lesquels. Impossible d'arrêter le feu qui brûle dans ses iris. Sauf si je dis les mots qu'elle veut entendre, mais je ne joue plus car ce jeu est mortel. Faut accepter une fin comme telle. Quand on ressasse les bons souvenirs, j'ai meilleure mémoire qu'elle. Difficile de percevoir si je l'aime comme au début ou si je suis du père ce soir. Mais je veux plus faire semblant, le cœur est lourd ce soir, il va pas faire 100 ans. J'ai avancé depuis, j'entends plus tes nouvelles, mais juste un peu quand même. Deux cœurs qui brûlent, brûlent dans le silence. Deux cœurs qui brûlent, brûlent dans le silence. On se quitte et on se retrouve tous les 3 mois, ça en devient débile. Je la regarde d'un nénuphar quand elle s'envole comme une libellule. C'est moi qui l'ai quitté mais j'ai mal comme si c'était elle qui l'avait fait. Parfois je regrette mais c'est trop tard, le mal est fait. Du coup je vais voir ailleurs, si tu vois ça tu vas m'haïr. Je sais que tu fais pareil, je suis peut-être aveugle mais pas naïf. Retrouver quelqu'un comme toi, quand est-ce que ça m'arrive? Je suis pas sûr d'avoir cerné les pièges que m'a tendu la hive. En fait t'es comme le cannabis, j'arrive jamais à dire adieu. T'es comme la pire des maladies, si mon cœur lâche on part à deux. Je ne crois au paradis qu'avec toi sans c'est pas la peine. Pour ça que plus tu t'éloignes, plus mon cœur brûle à petit feu. On pourrait se pardonner, retrouver l'équilibre entre ce que t'attends de moi et ce que moi je peux te donner. Difficile de percevoir si je l'aime comme au début ou si je suis du père ce soir. Mais je veux plus faire semblant, le cœur est lourd ce soir, il va pas faire 100 ans. J'ai avancé depuis, j'entends plus tes nouvelles, mais juste un peu quand même. Deux cœurs qui brûlent dans le silence. Deux cœurs qui brûlent dans le silence.
On se retrouve encore une fois avec le Radio Côte chez Louise. Et on se retrouve cette fois-ci pour le jeu qui va nous être présenté par Talia et Elisa. Et on a avec nous également Elodie du Côte Citoyen. Hello. Bonjour. J'ai cru que tu allais te tromper sur le prénom, je suis en mode « Ah, t'as retenu, c'est bien, c'est bien. » Nous, on est là pour un petit jeu sur les lobbies. Je vais peut-être laisser Elisa commencer, mais on vous a préparé d'abord un petit QCM pour tester vos connaissances sur le sujet. J'espère que ça ira. Oui, j'espère que ça vous va aussi, mais... C'est ça, donc on commence avec des petites questions un peu basiques pour voir J'ai peur. Ce que vous connaissez, puis on passe avec des questions plus rigolotes. Allez. Allez, la première... Donc la première, c'est un QCM, donc on a 4 propositions. Qu'est-ce que le lobbying ? Vous en avez déjà parlé un peu avant, donc normalement ça devrait aller. Première proposition, une activité illégale visant à influencer des décisions politiques. Deuxième proposition, une forme de corruption dans le secteur public. Troisième proposition, une activité légale d'influence des décideurs politiques par des groupes d'intérêt. Ou dernière proposition, une technique de manipulation médiatique. Je vote pour la troisième proposition. Je suis complètement d'accord avec Marie. Elodie ne m'a pas du tout aidée avec ses mains, c'est ça qui est super. Et c'est pas du tout filmé, donc on le verra pas. Vous êtes filmé aussi en fait ? Oui, ouais, on est en live là. Ah, ouais, mais en fait, ce que je voyais qu'une caméra, je savais pas. Il y en a une derrière toi, si tu veux lui faire coucou. Ah. Et du coup, oui, vous avez d'être ça, même si, voilà. Vous êtes trop forte. On a une autre question, tu veux... Vas-y, continue. Ok. Alors, quelle est la différence principale qui existe entre le lobbying et la corruption ? Première proposition. Le lobbying est transparent et encadré par la loi. Deuxième proposition. Le lobbying est toujours effectué par des entreprises privées. Ou troisième proposition. La corruption ne vise jamais les politiques. Selon moi, ce serait la première réponse, mais je ne suis pas sûre. J'élimine juste la dernière, mais entre la première et la deuxième, je ne suis pas sûre. Mais je vais rester girl power, d'accord avec Elodie. Allez, tu as bien fait parce que c'était bien la première. Yes. Super. Vous êtes trop forte. Je vais dire la troisième. Vas-y. Ok. Quelle est la ville belge qui est particulièrement concernée par le lobbying ? Est-ce que c'est Anvers ? Est-ce que c'est Gand ? Est-ce que c'est Bruxelles ou est-ce que c'est Liège ? Moi, je veux que ça soit Liège, mais juste parce qu'on m'a dit un jour que c'était la ville la plus criminelle de Belgique, et donc j'associe tous les trucs zinzin à Liège dans mon cerveau. Mais après, ce serait plus cohérent que ça soit genre Anvers. Moi, j'aurais dit Bruxelles, vu qu'il y a toutes les institutions européennes, mais je suis pas sûre. Mais oui, pour moi, elles ont fait des grands sourires, on vote Bruxelles. On vote Bruxelles. On veut pas du tout vous Le non-verbal, c'est très important dans une conversation. Arrête de faire ton analyse psychologique sur nous. Oups. Bah oui, c'était Bruxelles. Ouais, bonne réflexion de la part d'Elodie parce que c'est vrai que j'ai entendu récemment, je ne sais plus où, que je pense qu'à la commission, il y a beaucoup de lobbying. C'est ça, du fait qu'il y ait toutes les institutions européennes à Bruxelles, il y a énormément de lobbying pour influencer les décisions européennes. Oui, ça fait sens en vrai. Ok, on va passer à des questions un peu plus rigolotes. On peut commencer par celle-ci. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Il existe un lobby de la pizza qui milite pour que les ananas soient officiellement interdits en tant que garniture. Il y a d'autres causes plus importantes selon moi, donc j'espère que c'est faux, mais chacun ses combats. Ouais, je trouverais ça quand même assez interpellant. Mais ça divise quand même cette question des ananas sur les pizzas. Donc... Mais ça divise... Alors, si je peux faire ma petite aparté, je suis italienne, mais genre pour du vrai, genre j'ai pas un 8e italienne, genre. Et personnellement, mon avis sur la question, c'est que je ne vais pas mourir si les gens mettent de l'ananas sur leur pizza. Je trouve ça dégueulasse, c'est un fait, mais je comprends pas le big deal. Pas pour, je suis d'accord, je comprends pas le big deal, quoi. Pour moi, c'est faux. Enfin, j'espère. Vraiment. J'espère aussi, c'est ma pizza préférée, pour ma part. En vrai, je dis que c'est dégueulasse, mais en Dr. Oetker, en blocus, ça peut m'arriver. Ah ouais, c'est une des meilleures Dr. Oetker quand même. Je ne me prononcerai pas, mais vous avez raison, c'est faux, heureusement. Super. Alors, un prochain vrai ou faux. En 2015, Coca-Cola a financé des études pour minimiser le lien entre le sucre et l'obésité. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est 100% vrai. Enfin, ça m'étonnerait pas. J'allais dire un truc un peu méprisant, mais j'allais dire que 100% c'est un truc qui aux États-Unis a grave marché. Genre, ça les a hyper fort rapidement convaincus et ils se sont dit, allez, le Coca. Puis c'est une tellement grosse entreprise, je pense qu'ils peuvent payer pour n'importe... Ouais, ils ont les sous de financer ce genre de truc, quoi. Mais après, par contre, je suis curieuse de savoir ce que les résultats ont donné, genre comment ils ont pu démontrer
quelque chose qui montrerait pas de corrélation entre ces deux infos, quoi. Ah ben, donc c'est bien vrai. Super. Et ce qu'ils ont essayé de prouver, du coup, c'est que c'est le manque d'exercice physique qui était le facteur principal contributif et pas le sucre. Mais ça n'a pas tant de rapport, du coup, ouais. Oui. Donc voilà, la réponse est bien vraie. Donc Coca-Cola a financé des recherches sur la consommation de sucre, sur l'obésité. Donc ne pas croire tout ce qu'on voit non plus, c'est un peu un petit... Merci Talia pour ce super rappel. En fait, vérifiez vos sources. Ne lisez que des articles peer review. Exactement. Moi j'en ai une. Les fabricants de réveils ont un lobby qui fait pression pour que le changement d'heure reste en place juste pour vendre plus de réveils. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qui change de réveil quand mais le changement le téléphone il le fait tout seul. Oui, mais le réveil. Genre un radio réveil, vous voyez les trucs. Ouais, ça change pas tout seul. Oui, mais je vois pas en quoi c'est pertinent pour eux que le changement d'heure reste. Enfin, j'ai pas compris alors. Mais parce que, oui, non, ça n'a pas de sens que tu peux changer l'heure sur ton réveil même si c'est pas un téléphone. Donc pour moi, c'est faux. Ouais, mais c'est chiant. Et donc tu dois penser à le faire et parfois t'arrives les en retard au radios travail. réveil, ça change tout seul d'heure? Bah maintenant oui, mais je pense que la question. Parce que moi j'en ai un dans ma chambre et ça change pas d'heure. Oui, mais donc en acheter un nouveau n'aiderait pas le problème. Donc pour moi, c'est faux. Attends, je vais relire ma question. J'ai l'impression que je. Oui, bah de toute façon c'était faux, donc la question ne se pose même pas. Mais je comprends, c'est embêtant de devoir changer l'heure si t'arrives 1 heure en retard ou 1 heure trop tôt. Bah ça arrive, après t'arrives en retard à ton rendez-vous parce que t'as pas changé l'heure. Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Fun fact. Je pense que ça arrive à tout le monde au moins une fois, non? Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Bon, non, pas, je pense. Vous êtes trop des stars. Ouais. Ou alors on se lève trop tard. C'est quand le prochain changement d'heure, vous savez? Mais c'est bientôt. C'est le 30 mars. Oh, parce qu'on aura plus de luminosité plus longtemps. Ah, ça c'est trop chouette. Oui, mais moins de sommeil, oui. Du coup, ouais. Pas ouf, mais cool quand même. C'est pas grave, on fera un grasse mat ce jour-là. J'aime pas la nuit. C'est horrible quand tu fais la fête la nuit du changement d'heure et qu'il est genre 2 heures et il est 4 heures d'un coup. Et c'est... Mais moi, je me demande du coup, les bars, est-ce qu'ils ferment plus à tôt 3 ou à 4 heures? Ouais. Très bonne question, il faudrait se renseigner. J'aimerais bien, ce serait scandaleux s'ils fermaient 1 heure plus tôt. Oui, mais ce serait trop. Enfin, je sais pas si c'est bien ou pas pour eux de terminer 1 heure plus tard. Mais est-ce que c'est toujours entre 2 heures et 4 heures le changement d'heure ou parfois ça change? Moi j'ai toujours cette rêve que c'est pendant la. Bah oui, je pense. Bah moi je n'ai aucune idée, mais. Pour moi c'est 3 heures qui sautent ou 3 heures qui passent devant. Ouais, c'est 3 heures qui passent à la trappe. Mais est-ce que vous aussi vous avez du mal quand le. Désolée, je lance un sujet, mais quand le changement d'heure passe, je suis toujours en train de faire des calculs en mode oui, mais ça veut dire qu'on dort 1 heure en moins, donc on saute ou. J'ai trop du mal à comprendre ce truc. Méga... Alors que en soi c'est con, mais. Mais c'est une invention, hein. Oui. En théorie, il n'y a pas grand chose qui change. Ouais. Oui. C'est pas plus mal, on dort plus ou on a plus de soleil, moi je prends. Oui. Ouais, moi j'avais lu. Il faut juste à chaque fois prendre le positif. Là on dort moins, on dit pas ça. On a plus de soleil. Le soir, mais après le matin quand on va se réveiller, on en aura moins, non? Il fera plus. Il fera noir plus tard le matin. Mais en vrai là, le lever du soleil, il commence à être vraiment tôt. Genre parfois je commence à travailler à 7h. Quand je sors du cote, il fait déjà soleil. 7h, ça fait mal. Courage. Oui. C'est pour la bonne cause. Ok, est-ce que t'en as encore un? J'en ai encore. Alors, vrai ou faux? McDonald's a réussi à faire interdire la vente de légumes dans les écoles américaines pour promouvoir la consommation de frites. Ce serait un scandale et j'espère qu'on en aurait plus parlé. Mais oui, mais ça me paraît quand même assez... Enfin, c'est trop gros. T'as dit toutes les écoles? Les écoles américaines. Ça fait beaucoup d'écoles et beaucoup d'enfants qui mangent pas de légumes quand même. Après, je vois tout le temps des TikTok de meufs qui sont filles au père aux États-Unis et qui montrent genre les lunchbox des enfants et tout. Il y a vraiment jamais un légume, quoi. Mais les États-Unis, c'est un autre monde. Hein. Oui, mais niveau scolaire, quand même, il faut. Mais je pense pas que ça soit interdit dans les écoles. Je trouve que c'est quand même un step qui est. Et surtout, ce serait bizarre que ce soit McDonald's qui donne des frites. Enfin, en quoi ça les aide? Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est vrai. C'est faux. Ah, je voulais juste faire l'opposition, un peu de suspense. C'est bien, Talia, c'est bien. Heureusement. Ce serait vraiment grave. Encore un peu de temps ou... Oui, tu peux nous donner une ou même deux, en vrai. Ok, j'en ai une et puis on finira sur une des tiennes. Vas-y. Les lobbyistes de la bière auraient fait pression sur l'Europe pour diminuer le prix de pesticides pour que la culture du houblon soit moins chère et que la bière coule à flot. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'encourage... Ce serait cool, les lobbies, si vous nous écoutez. Je n'ai pas envie que la bière augmente de prix.
Ça peut être vrai, c'est le plus probable depuis le début, mais. Ouais. Pour vous, c'est vrai? Bah, vu ton étonnement, là, je me questionne. Oui, non, c'est... Ok, bah en fait, c'est Émile qui l'a inventé. C'est bon. Mais lance-toi, Émile. Mais oui, il devrait devenir lobbyiste. Mais... En vrai, je pense qu'il aurait un vrai talent en tant que pour la bière. Bon. Dis-moi. Allez, du coup, j'en ai un dernier, ou pas, je sais pas. Oui, vas-y. Un peu en parallèle avec celui que j'ai fait juste avant. Donc, vrai ou faux, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière a mené des actions de lobbying dans les écoles françaises pour promouvoir la consommation de produits laitiers. J'ai perdu le fil de ta phrase. En gros, un centre, donc CNIEL, donc genre un truc de lait. A mené des actions de lobbying dans les écoles françaises pour promouvoir la consommation de produits laitiers. En vrai, ça me paraît plus probable. C'est possible. En plus, ils ont un vrai délire en France avec les produits laitiers, j'ai l'impression. Et puis les produits laitiers pour les enfants. Oui, c'est cool, l'argument du calcium, grandir les os. Bois ton verre de lait, sinon tu resteras petite toute ta vie. Ouais, comme ça tes os seront forts, solides là. Ouais. Pour moi, c'est vrai. Ouais. On disait toujours ça. Ouais, moi aussi. Ma grand-mère. De boire du lait pour avoir les os solides. Ouais. Eh ben, j'espère que t'en as bu assez. Oui, en théorie, c'est vrai, mais après, à l'âge adulte, c'est hyper mauvais le lait, genre. Ah oui, mais ça, c'est ton estomac qui le digère juste plus, non? Tu sais que la dernière fois, j'ai été étonnée, j'étais chez mon médecin et elle me dit... Enfin, je parle de lait, du coup. Et je dis que je bois quasi plus que du lait de soja parce que je digère mieux. Et elle m'a dit, ah, mais faut faire gaffe. Enfin, à ton âge, ça va, mais bon, les jeunes, de moins en moins, ils boivent du lait. C'est quand même super important. Mais en fait, pour le les truc, os et c'est tout. que de base, le corps humain, il est pas fait pour boire du lait et enfin, du lactose. Et comme on l'a habitué, eh ben, au plus tu continues à boire du lait, genre tard, au plus ton corps sait le supporter. Du coup, les gens qui arrêtent vite le lactose, en fait, au final, tout le monde est un peu intolérant au lactose. Ouais. Je maîtrise pas le sujet pour l'expliquer mieux que ça, mais c'est très clair. Bah, y a beaucoup... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop boire un grand verre de lait. Mais cette histoire de vrai ou faux me semble vraie. Ah oui, du coup, on n'a pas répondu. Ouais. Oui, ça me semble vrai. Mais oui, c'est vrai. Et ça a quand même été critiqué. Et ça a marché ou pas? Est-ce que tu as l'info? Est-ce que j'ai l'info? Ben, je pense que ça a plus ou moins fonctionné, puisque du coup, ça a été beaucoup critiqué. C'était en 2019. Mais l'initiative a pas plu forcément aux Français et Françaises. Je comprends. Mais écoutez, les filles, merci pour ce jeu qui était très sympathique. En attendant, je vous laisse avec une petite chanson de Gracie Abrams. Ah, j'adore.
Rebonsoir à tous, on se retrouve chez Louise avec le Radio Cote et on va maintenant parler de si les lobbies sont un frein à la démocratie. Donc pour nous présenter cette chronique, on est avec Émile du Radio Cote. Hello. Et Lou. Excuse-moi, j'ai pas sorti mes notes, je suis vraiment nulle. Bienvenue Lou. Et on a également pour nous accompagner Émilie du Radio Cote qui est encore une fois. On fait la paire. Bonjour la team. Ouais. Bonsoir. Je vous écoute, je vous laisse introduire votre sujet. Eh ben, du coup, le sujet de cette chronique-ci, c'est est-ce que les lobbies sont une menace pour la démocratie ? Et on s'était dit que c'était intéressant de commencer par du coup un exemple actuel qui est Huawei. Je suis pas exactement sûre de comment ça se prononce. Mais donc qui est visé par une enquête de corruption au Parlement européen. Et qui serait accusé d'avoir notamment versé des pots de vin ou d'avoir fait des cadeaux un peu trop généreux, style restaurant, voyage, match de foot, etc. à certains parlementaires. Oh, et donc même pas leurs employés, quoi. Ils sont malins. Non, justement, parce qu'en fait, Huawei, l'entreprise est visée par certaines restrictions en Europe. Notamment pour leur installation d'antennes 5G, etc. Mais ils sont aller dans les détails, complètement bannis aux États-Unis, il me semble. Si je me trompe pas, ils ont complètement banni leur infrastructure. Comme c'est un acteur chinois dans la télécom, du coup, il y a tout ce qui est sécurité des informations qui est un peu critique dans la guerre entre la Chine et les États-Unis. Du coup, ils ont complètement banni toutes les infrastructures Huawei. Mais globalement, je sais pas du tout si vous avez des chiffres, mais en termes de ressenti, moi j'ai l'impression que je vois beaucoup moins de gens qu'avant autour de moi qui ont des Huawei. Genre, je sais pas si les chiffres de vente ont diminué en Europe, mais... J'en ai aucune idée. Il y avait une hype, hein, genre en 2014, moi je me souviens, mon premier téléphone tactile, c'était un Huawei. Mais le truc, c'est que les prix étaient hyper attractifs, quoi. Oui, j'avais économisé, j'étais trop fière. Puis ça a disparu du marché, j'étais là, bon, tant pis. Bah, c'est surtout Apple et Samsung qui dominent le marché par leur qualité, etc. Émile, t'as quoi comme téléphone, toi ? Moi, j'ai un Nothing Phone. J'allais dire, tu as ni un Samsung ni un Apple. Non, c'est une marque dérivée des créateurs de OnePlus. Donc voilà, mais c'est indien en gros. Ok. Satisfait ? Ouais, grave. Tant mieux, c'est le principal. Mais en vrai, Huawei, là c'est parce que c'est l'actualité, mais il y a déjà eu plein d'histoires comme ça de corruption au Parlement européen. Il y a quelques années, il y a 2 ans déjà, 2023. On est vieux. Le temps passe vite. Je sais pas si vous aviez suivi l'histoire de Monsanto et du glyphosate. Ouais. Ah, pas du tout. Glyphosate qui du coup était interdit dans l'Union européenne. Et qui, l'interdiction était jusque 2023, décembre 2023. Et du coup, pour faire en sorte que ce soit réautorisé, Monsanto avait fait plein de lobbying, de pression sur les parlementaires pour que ce soit réautorisé. Et en fait, ce qui avait fait un peu scandale, c'est qu'ils avaient eux-mêmes écrit des études, donc l'entreprise avait écrit eux-mêmes des études, en disant que le glyphosate n'était pas cancérigène, et en fait ils les ont fait signer par des chercheurs indépendants. Ils ont payé pour signer, quoi. Oui, c'est ça. Et donc bon, là ça touche pas les parlementaires directement, mais c'est une forme de lobbying qui est un peu, du coup, c'est pas lié à corruption, puisque du coup ils donnent pas de l'argent à des décideurs directement, mais ça fait quand même un peu débat sur la manière éthique de le faire. Et finalement, c'est la Commission européenne et l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, parce qu'il y a plein d'agences européennes pour chaque petit détail, qui entourent la vie des Européens, qui finalement a décidé de réintroduire le glyphosate, de l'autoriser en tout cas dans l'Union européenne, qui jugeait non cancérigène, alors que justement la grande instance de recherche sur le cancer mondial avait dit qu'il avait classé dans cancérigène probable. Et, d'ailleurs, glyphosate, j'ai l'impression que c'est le truc... Le nom fait peur, en tout cas. Mais c'est pour la tonte des jardins, rien à voir. Non, c'est pour l'agriculture, c'est un herbicide. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des femmes enceintes qui ont eu des bébés mal formés, c'est ça, le glyphosate. Non, et ça, c'est peut-être le Roundup. Je suis pas sûre de ce que je dis. Donc, c'est un herbicide aussi qui a causé ce dont tu parles, mais je sais pas si c'est le glyphosate lui-même. Ok, ça va. Il me semble que c'était Rachel Carson à l'époque, une activiste qui a été la première à tirer la sonnette d'alarme sur tout ce qui est pesticides,
un pacte cancérigène, qui est d'ailleurs décédée d'un cancer elle-même. Il y avait eu toutes ces histoires comme quoi ils avaient aspergé des villages de glyphosate pour prouver qu'en fait c'était pas cancérigène du tout. Où il y a même un gars, je crois, qui en a bu et en fait il est mort. Sympa la technique. Ouais. On dirait Trump qui dit de boire du gel hydroalcoolique. Et il y a des gens qui croient ce que les gens disent. Donc, oui, c'est ça, mais c'est fou. Bah, c'est la meilleure mentir, technique, ça fonctionnera toujours. Hein. Comme quoi, il y a quand même eu plein de preuves scientifiques et un peu empiriques aussi qui ont montré que ces trucs-là c'était complètement cancérigène. Et effectivement, comme tu dis, il y a des acteurs derrière qui disent on va mettre de l'argent, on va faire pression sur les gens ou leur donner ce qu'ils veulent, un peu comme les matchs de foot à l'instant là. Et au final, ils arrivent à leur fin, puisque l'Europe qui classifie ça comme non cancérigène, alors que les OGM qui techniquement sont juste une modification génétique sans pour autant avoir d'incidence sur le taux de cancérigène de ces OGM, entre guillemets, ils disent ah bah non, c'est le démon. Donc c'est juste pour dire qu'ils n'ont pas vraiment leur priorité. Ils savent où mettre l'argent, quoi. Ouais, voilà. Il faut en avoir pour savoir où le mettre aussi. Ah ouais. Et ceux qui en ont notamment, c'était le Qatar. Je reviens avec un nouvel exemple, encore une fois, au Parlement européen, parce que je me dis que c'est peut-être l'exemple qui touche le plus les gens, puisque c'est au plus près de nous. Mais c'est ce qu'on appelait le Qatargate. Donc c'était la vice-présidente du Parlement européen qui avait été touchée par ça. C'est en fait le Qatar et le Maroc qui avaient donné énormément d'argent à plusieurs parlementaires européens pour faire croire que, ou du moins améliorer leur image sur la question des droits humains, etc. Alors que bon, c'était pas toujours forcément ok. Ah oui, les ouvriers, ils ont été hyper maltraités. C'était pour mais il y en a même qui sont morts. Oui, énormément. Ah, ça, je ne savais pas. Il y en a plein qui sont morts. C'était hyper camouflé. La construction des stades pour la Coupe du Monde, il y avait des centaines d'ouvriers qui travaillaient sous 50 degrés sans qu'on leur donne à boire, etc. Il y en avait qui s'effondraient du chantier et tout. Qui tombaient des échafaudages et tout. Enfin, un délire, quoi. D'ailleurs, la photo de la saisie d'argent, elle est dans le code. Dans notre code. Tu vois, on a fait un. Oui. On a c'est fait toi un petit en plus, Émile. chambre. Oui. Et c'était le thème de l'argent, on va dire, grosso modo. Et ils ont imprimé une photo et c'était la saisie du Qatargate. C'était impressionnant. Il y avait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Moi, j'ai juste la fiche Vive l'argent dans ma chambre. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Mais oui, sinon, il y a évidemment d'autres exemples que dans l'Union européenne. L'exemple le plus parlant, un des premiers qui a fait parler du lobbying un peu dark, etc., si je peux dire ça comme ça. Un peu dark. C'était l'industrie du tabac dans les années 50 qui, encore une fois, a payé des gens pour qu'ils signent leurs papiers en mode non, mais le tabac n'a aucun lien avec le cancer des poumons, vous racontez n'importe quoi. Surtout, c'était un argument minceur avant. Non, on disait même que c'était bon pour la santé. Oui, les médecins recommandaient de fumer quelques cigarettes par jour. T'as pris un peu de poids, fumer une clope. L'argument minceur, il a un fondement, entre guillemets, c'est-à-dire que la clope, ça coupe la faim. Ouais. Donc du coup, les gens qui fument ont moins faim. Donc quand ils arrêtent de fumer, il n'y a plus cet effet, de satiété. Et donc, les gens mangent plus et prennent du poids. Mais c'est pas parce que tu fumes que tu perds du poids. C'est corrélé, mais pas. Comme ça, tous les matins. Il y a corrélation, mais pas causalité. Exactement, quoi. Voilà. Les lobbies concernant l'environnement, c'était pareil aussi. Faire croire que. Enfin, le lobby du pétrole, faire croire que l'extraction du pétrole, la raffinerie et tout ça, ça n'avait aucun impact sur le changement climatique, alors qu'ils le savaient depuis des décennies. Ils ont truqué des études, etc. Enfin, c'était énorme. Il y a eu plein de scandales, évidemment, avec Total, etc. Mais il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi beaucoup de lobbies qui participent du coup à l'instauration de lois en faveur du climat, etc. Notamment le Green Deal, les accords de Paris, pardon. C'est notamment Greenpeace, etc. Des ONG du style qui ont poussé à ce qu'il y ait ces accords, etc. Donc, évidemment, les lobbies, on a un peu cette image sombre, etc. Mais en Europe, c'est très encadré. Il y a des lois à respecter. Il faut que les lobbies déclarent leurs activités, avec qui ils ont parlé, leur budget, etc. Et donc, ça permet d'atteindre un certain niveau de transparence. Et surtout en Europe, ça se fait surtout par les discussions, quoi. Tandis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Et vas-y que je te soudoie un peu pour que tu deviennes, que tu aies une place importante au gouvernement. Et après, tu me renvoies à l'ascenseur, quoi. Donc c'est un peu plus
C'est vrai qu'il y a les lobbies, positifs, si on peut dire ça comme ça. Après, la question, c'est ce qui est fait officiellement plutôt. Et après, il y a des choses un peu sous la table qui sont faites. Donc la vraie question qu'il faut se poser, je pense, ici dans cette chronique, c'est est-ce que les moyens qui sont mis en place pour les lobbies positifs contrebalancent ceux qui sont mis en place pour les lobbies négatifs. Donc si t'as Greenpeace qui investit 2 millions d'euros, c'est bien mignon, mais si derrière il y a je vais y arriver, ExxonMobil qui met 3 milliards par mois pour influencer les politiques européennes, voilà. 3 milliards par mois. Carrément. La solution, avoir de l'argent. Pourquoi tu parles de mon salaire comme ça, Émilie? Désolé, je voulais pas doxer. N'hésite pas à partager. Je ferai un petit virement au code citoyen. Top, merci. Oui, c'est toute une question d'équilibre et c'est justement, notamment dans les restrictions, les réglementations européennes, il y a aussi ce truc de faire en sorte que chacun ait un peu son mot à dire, etc. Parce que forcément, les lobbies du pétrole, ils ont beaucoup plus de thunes à dépenser. Je sais plus les chiffres que j'avais vus que Total dépensait par an en lobby, mais c'est astronomique. C'est ahurissant. Hein. Vraiment. Rien que dans la com qu'ils font pour se donner une image verte. Rien que ça, c'est un lobby un peu, pas officiel, mais genre auprès de l'image publique que les gens ont. C'est plus de la com en réalité, mais c'est dingue, quoi, parce qu'ils sont complètement rebrand en mode Total Energy, ça y est, on est vert maintenant. Alors qu'en vrai, c'est des gros puits de pétrole qui ramènent dans des pipelines. C'est quand même 80% de leur budget qui est dépensé dans les énergies fossiles toujours. Mais c'est des trucs tout cons, mais le fait que leur logo soit en couleur, tout ça paraît beaucoup plus sage. J'étais faire un tour sur leur site et c'est que nouvelle Pixel Next, votre énergie verte pour vos enfants, nanana, mais c'est terrifiant. Les gens ont du culot, hein. Vraiment. Chez moi, dans mon village, il y a carrément une usine, enfin pas une usine, mais bref, un truc, je sais même plus de quelle entreprise on parle. Total, voilà, et Total Énergie dans mon village. Alors c'est un petit village paumé et ça empiète, blindé. Et ça sent fort autour? Énormément. Le truc, c'est que vous voyez, en janvier, il y a eu beaucoup de brouillard, genre dans les villages, des villes et tout. Et il y a tellement de pollution dans mon petit village qu'il y avait de la neige de pollution. Oh what? Genre ça tombait, ça accrochait dans les arbres et tout, vraiment. Genre en mode c'était de la neige qui tombait un peu genre gris. Ouais. Et en fait, tout le monde faisait des stories en mode waouh, trop beau, les arbres sont tout blancs. Mais c'est de la pollution. En fait, on s'est rendu compte en sortant du village qu'il y avait ça nulle part à part dans mon village, tu vois. On dirait un peu, tu sais, le délire après les explosions nucléaires quand il y a de la neige radioactive. Bon, c'est pas aussi extrême, heureusement. Ouais, non, heureusement. Mais il y a tout le temps des plaintes des citoyens en mode. Ça sent mauvais, nanana, et ça prend à la gorge, quoi. Mais quand j'habitais en Malaisie quand j'étais gamin, et plein de fois, en fait, juste ils annulaient l'école parce qu'il y a trop de pollution. Ah ouais. C'était dangereux. Oh waouh. On n'est pas encore à ce point-là chez moi. J'espère. J'étais un peu choquée de ça. Du coup, je reviens d'un Erasmus à Turin. Et un jour, je voulais regarder, je sais pas sur la carte, et je me suis retrouvée sur la partie pollution, enfin. Oui, il y a différentes couleurs. Et en fait, je savais que c'était une ville industrielle, mais je savais pas à ce point. On est genre la pire couleur possible sur la carte. Oh, what? Et en dézoomant, en fait, il y a vraiment juste Turin, Milan, et le reste de l'Italie, c'est quasi tout vert. Et moi, j'étais en plein dans la pollution, quoi. Mais ici, de temps en temps, c'est vraiment hardcore, hein, les trucs de pollution. Le pire, c'est en Asie, je crois. Mais en fait, le délire, c'est que là où j'étais, il y avait des forêts de palmiers, donc ils utilisent pour l'huile de palme. Sauf que le bois, ils en ont rien à foutre, donc ils le brûlent. Enfin, du coup, ils récupèrent l'huile, puis après, ils brûlent le bois, et voilà. Donc, il y a des énormes nuages de fumée noire qui sortent de là, et puis juste à ce qu'on appelle le smog, où du coup, le haze, pas le smog, où juste ils annulent l'école pendant parfois une semaine, et c'est de plus en plus courant d'annuler l'école, parce que juste c'est dangereux de sortir de chez soi pour la santé, même un jour, quoi. C'est sur cette note positive que nous allons vous laisser. J'espère que ça vous donne de l'espoir. Et on va s'écouter tout de suite Sailor Song.
On se retrouve chez Louise avec le Radio Cote encore une fois et on va maintenant passer à l'interview de l'artiste de la semaine. Et ce soir avec nous, nous avons Footbox G. Alors c'est Dorian qui va réaliser cette petite interview et on a aussi avec nous Colin du Code Citoyen. Yes, merci Marie. Avant de commencer l'interview, j'ai quelque chose à vous annoncer, Colin et Marie. Nous sommes la Belgique championne du monde. Nous sommes championne du monde de beatbox. Grâce et ça c'est la classe à Tim aka Footbox G, pardon. Yes. Alors comment tu vas Tim, ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va? Ça va. Du coup je te laisse te présenter, même si c'est vrai que j'ai déjà dit pas mal, mais si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Ça va, merci. Donc du coup moi je m'appelle Tim, mon nom d'artiste c'est Footbox G et moi je suis 4 fois champion Belgique et 2 fois champion du monde, une fois solo et une fois 2 contre 2 avec mon collègue Supernova. Ok, ouais. Mais justement, j'avais vu en me renseignant et j'avais vu aussi que tu avais commencé grâce à une application. Oui, c'est vrai. J'ai commencé avec une application qui ça s'appelle Beatbox. J'ai plus l'application parce que c'était dans mon iPod Touch quand j'étais jeune, c'était en 2012. Et après, quand j'ai installé l'iPod Touch, l'app dans l'iPod Touch, je tape sur le petit bouton en français, c'est ça? Oui, voilà. Et ça fait pouf, tch, tch, kaka. Genre très basic. Ouais. Déjà, c'est stylé. Juste ce que tu viens de faire, c'était déjà stylé. Ok, mais t'es pas prêt là, c'est cool. Alors t'es pas prêt. Non, mais c'était marrant. Cette application, c'était fun, mais c'était basic. Et là, après, je me disais, ok, mais comment tu peux progresser et c'est quoi le niveau mondial? Et là, j'ai mis Beatbox Battle sur YouTube et je suis tombé sur le final de championnat du monde 2012, Skiller contre Alem. Et cette vidéo, je presse play
Et je dis, waouh! Et c'était combien de temps avant que tu deviennes champion du monde, du coup? Ah bah ça fait... Bah, je beatbox maintenant 12-13 ans et bah, ça fait 10 ans. Ok, ouais, quand même. 10 ans, oui. Oui, mais 10 ans full hardcore. Bah oui, forcément, pour avoir ce niveau-là, j'imagine que... Mais du coup, au final, l'application, c'était un peu comme du beatmaking. Oui. Et là, après, progressivement, t'apprends, et avec la passion, justement, que comme tu disais, d'avoir vu la vidéo, t'apprends progressivement. Et du coup, tu te retrouves à gagner les championnats de Belgique. Et justement, ce qui te permet d'accéder après aux championnats du monde. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience de déjà participer aux championnats du monde avant déjà de les remporter? Comment ça s'est passé un petit peu? Si tu veux participer, par exemple, au championnat du monde, il faut être champion Belgique d'abord, ou tu es champion de ton pays. Et après, ça veut dire que tu peux aller à Berlin et tu dois faire une qualification de 2 minutes. 2 minutes, ton meilleur beatbox. Et après, il y a un jury qui décide c'est qui le top 16 ou le top 32, pardon. Maintenant, c'était top 32 parce qu'il y avait Covid avant. Ah, ok, ouais. Donc, il y avait un top 32. Et après, c'est un peu comme la Champions League Football. C'est 2 rondes, 1 minute 30 chacun, mais 2 fois. Donc, imagine, toi et moi, on fait un battle. Ouais. Là, toi, tu commences, tu fais 1 minute 30, moi aussi 1 minute 30. Et encore une fois, la même chose. Okay, ouais. Après, il y a le jury qui décide qui continue. C'est stressant, quoi. Oui, c'est stressant. C'est stressant. Un peu format battle, quoi. Yes. Et bah, la préparation, c'était 1 an et quelques mois. Et j'ai préparé que mes tracks beatbox originales. Je fais pas de cover et j'essaye d'inventer des sons originaux aussi. Et voilà, comme ça, plus ou moins. 1 an et quelques mois pour en arriver aux 10 minutes du championnat du monde de Belgique. Oui, non, donc pour le championnat du monde, quand j'ai reçu la nouvelle qu'il y a un championnat du monde, j'ai dit ok, je commence directement maintenant, je m'entraîne et ça fait 1 an et un peu plus. Ok. Donc t'es un peu le genre de mec, quand tu te mets dans une discipline, c'est pour être premier et rien d'autre. Oui. Un peu déterminé, quoi. Oui, mais à la fin, le beatbox, c'est surtout la musique. Et même si maintenant, moi, j'ai gagné 7 championnats, mais au moins, il y a le top 16, le top 8 qui sont au moins si forts. Et ça reste une discipline musicale. J'étais juste mieux cette journée en mode battle. Ouais. Mais la musique de tous les autres beatboxers, ça reste au top. Quoi. Et c'est subjectif aussi, je suppose, pour choisir. Mais c'est ça qui est compliqué aussi, que dans le cadre genre d'un match de football, celui qui marque le plus de buts a gagné. Là, c'est vraiment au jury de décider, quoi. Oui, voilà. Si tu fais un battle, il y a les catégories pour juger. Il y a originalité, musicalité, technicalité. Comment est-ce que tu es complexe? Est-ce que tu as beaucoup de variations, des petits détails comme ça. Et ton stage présence. Et après, il y a des points bonus. Et voilà, comme ça, si tu joues contre quelqu'un, tu peux toujours trouver des petits trucs, même si ça reste subjectif. Si tu connais vraiment le monde de beatbox, tu comprends, ok, cet truc-là, c'est original, ce truc-là, j'ai déjà entendu et tout ça, donc... Tu t'es jamais dit que c'était injuste, les décisions du jury, quoi? Tu t'es jamais dit que c'était injuste, les décisions qu'avait pris le jury? Bah, il y a toujours des gens qui disent « Oh, pour moi, c'était pas lui qui a gagné. » Mais c'est... Ouais, c'est comme ça. Et dans ces 4 critères, lequel tu dirais, ou dans lesquels tu es le plus fort, tu penses? Comment ça? Donc, les 4 critères que tu as dit, musicalité, où est-ce que tu es le plus à l'aise? Moi, je pense originalité et technicalité. Ok. Musicalité, j'ai travaillé aussi. Maintenant, je suis fort, mais technicalité, c'est mon premier, je pense. Ok. Mais du coup, justement, après ce titre de champion du monde, maintenant, j'ai vu que tu te lançais aussi dans beaucoup de choses. Tu fais pas mal notamment de la musique, des sons que tu sors sur Spotify. Mais tu m'as aussi parlé d'activités un peu d'atelier beatbox que tu as envie de transmettre. Est-ce que tu peux m'en dire plus autant sur ta musique de ton côté que sur les ateliers que tu mets en place? Donc, est-ce que je parle de Spotify ou de les ateliers maintenant? Spotify, puis les ateliers. Comme tu... Ok, bah, il y avait quelques années,
j'ai décidé, ok, je veux mettre mon beatbox à la next level et je vais le combiner avec music production. Et maintenant, je peux enregistrer mon beatbox et je peux créer vraiment des tracks avec ça. Donc, d'abord, le kick, hi-hat, snare, comme le beatmaking en vrai, mais avec beaucoup plus d'enregistrement. Et comme ça, maintenant, ça fait déjà peut-être 8 ou 9 tracks que j'ai lancés sur Spotify. Et j'essaye aussi de garder mon style dans le monde beatbox. Donc exactement la même chose, mais en mode production cette fois. Et ça, c'est le main objectif maintenant, de créer un one-hour show, donc avec le solo beatbox, avec le beatmaking et DJing avec les sons de beatbox et la combination. Ok, ouais, incroyable. Trop stylé. Yes. Et juste à côté, je fais aussi des ateliers de beatbox. Donc, c'est un peu mon job. Si je visite une école, si tu as au moins 8 ans, tu peux apprendre le beatbox, c'est sûr. Ok, incroyable. Et tu fais ça où ? Partout. Belgique, Japon, États-Unis, oui, partout. Tu voyages. C'est mondial. Je voyage. Justement, parce que c'est peut-être le titre de champion du monde qui t'a permis aussi au final cette renommée mondiale au niveau du beatbox. Comment ? Est-ce que c'est justement le fait d'avoir gagné les championnats du monde qui t'ont permis de te faire connaître à l'international ? Oui, surtout dans le monde de beatbox, oui. Mais c'est ton job faut être aussi connu à côté de la communauté beatbox. Moi, je veux aussi, par exemple, je veux faire mon show sur Pukkelpop, chez en Dour Festival, tout ça. J'y serai. Nice. L'objectif, c'est faire un concert là-bas, après quand tu gagnes la championne du monde et tout ça. Il n'y avait pas très longtemps, j'étais à Ziget Festival, je ne sais pas si tu connais. Ça me dit rien. Ziget, c'est à Hungary en anglais. Ah ok, oui, c'est là-bas. Ok. Il y avait Skrillex, Fred Again. Et donc du coup, moi, j'étais là avec mon duo Middle School, avec mon collègue Supernova. Ok. Et justement, est-ce que... qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui aimerait se lancer dans le beatbox, qui est aussi une discipline qui n'est pas très mise en avant au final ? Tu peux répéter la question, s'il vous plaît ? Admettons, si par exemple les jeunes que tu as en activité, comment t'aimerais leur donner l'envie de faire du beatbox aussi ? Le beatbox, premier truc, c'est fun, c'est nice. C'est encore en Belgique, c'est un peu niche. Japon, États-Unis, France, c'est différent. C'est beaucoup plus connu, tout ça. Mais, ça reste fun. Et 2, c'est très bien pour le... Je sais pas si je dis bien en français, mais c'est bien pour la santé. Parce que tu utilises ta voix et les muscles, mais différents. Et il y a du endorphine après qui release. Incroyable, ouais. Comme ça, oui. Et c'est très bien pour la confiance. Et c'est très bien pour articuler et pour... oui, pour les muscles en général. Une fois, j'étais dans une classe, il y avait des petits enfants qui ne sait pas parler, mais avec l'aide, avec un atelier de beatbox, il s'est parlé mieux après. Ouais, mais c'est vrai que c'est une forme d'expression artistique comme une autre. Oui. Et je pense aussi, en France, moi je connais surtout Berry Wham. Je pense que tout le monde connaît. Ce sont mes potes. Je me doute que tu les connais. Mais ouais, je pense que c'est des personnes aussi, ça passe par toi, ça passe par eux aussi pour populariser cette discipline. Et je pense que si tu as d'autres projets aussi pour le futur, avant peut-être de t'entendre faire une petite prestation de beatbox en direct, si tu as d'autres projets dans le futur. Comme j'ai dit, pour moi, l'objectif maintenant, c'est créer mon one-hour show. En fait, c'est déjà fini, mais il y a aussi le travail avec les lumières, les visuels, tout ça. Sur scène. Oui, c'est le dernier truc. Mais la musique, c'est déjà fini. Donc j'espère que dans 8-9 mois, c'est lancé. Ok. Trop bien. Et le premier try-out, c'est en Chine, dans la championnat de Chine. Wow. Mais je ne fais pas une heure, mais je fais peut-être 20 minutes, mais un démo. Ok, ouais. Donc on verra voir. Peu de stress, mais ça Justement.
Bah du coup, écoute, ici ça va pas être 20 minutes parce que c'est peut-être un peu long. Mais donc, si tu peux nous faire un petit extrait juste pour nous et pour nos auditeurs, le micro est à toi. Merci. Donc, petit mic check. Incroyable. C'était vraiment trop ça stylé. applaudit derrière dans le studio, je vois qu'ils sont comme des dingues. Ah, ils ont entendu trop bien. Mais écoute, du coup, est-ce que tu as des réseaux sociaux avant qu'on se quitte pour savoir ce que les gens puissent faire ta petite pub? Voilà. Bah, mon nom c'est Footboxg, donc foot comme jouer la foot, box et un G après comme Gunther, Footboxg. Et sur Instagram c'est Footboxg, TikTok Footboxg officiel, YouTube Footboxg aussi. Même chose sur Spotify, donc c'est juste Footboxg. Okay. Yes, merci trop à bien. Bah, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de venir, n'empêche jusque chez nous, et on espère se revoir bien vite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Là tout de suite je vais vous laisser avec Sensation pour rester dans un mood un peu rap on va dire, même si le beatbox c'est pas du rap, mais vous m'avez compris. C'est urbain. La fraîche, elle veut des sensations. J'oublie mes dièses, j'aime trop la tentation. Là c'est chaud comme la presse, je vends de la mort à fond. Si elle veut que je la baisse, j'active le mode avion. Faut que tu me donnes ton accord, je prendrai soin de ton cœur. Tu sais qu'il y aura des pleurs, si t'en demandes encore. On s'aime encore plus fort, tu comprends ce qui me fait peur. J'y pense à 4-5 heures, je me fais des films quand je dors. Les rêves encore dans le tard sous sensation. J'pique grave dans les transports, je connais toutes les stations. J'prends une catchée, je la rends love, elle découvre des passions. À l'ancienne on était pauvres, y'avait pas mille façons. Et j'bouge ma tête sur le chant des sirènes, fais la désirer, tu rentres à battre. Tu sais que j'ai besoin de respirer, sensation directe, on choque la porte. Et j'bouge ma tête sur le chant des sirènes, fais la désirer, tu rentres à battre. Tu sais que j'ai besoin de respirer, sensation directe, on choque la porte. Faut que tu donnes ton accord, prends-le sur ton cœur, c'est qu'il y aura des pleurs. Si t'en demandes encore, on s'aime encore plus fort. Tu comprends ce qui me fait peur, j'y pense à 4-5 heures, je me fais des films quand je me fais des films quand je elle veut de la fraîche, elle veut des sensations. J'oublie mes dièses, j'aime trop la tentation. Là c'est chaud comme la presse, je vends la mort à fond. Si elle veut que je la baisse, j'active le mode avion. Faut que tu me donnes ton accord, je prendrai soin de ton cœur. Tu sais qu'il y aura des pleurs, si t'en demandes encore. On s'aime encore plus fort, tu comprends ce qui me fait peur. J'y pense à 4-5 heures, je me fais des films quand je dors. On se retrouve chez Louise avec le Radio Cote et on va maintenant parler de l'image du lobbying à travers l'histoire. Pour ça, on se retrouve avec Isor du Radio Cote. Hello. Avec Alexandre du Code Citoyen. Bonsoir à tous. Et enfin,
Je n'arrive pas à remonter et à trouver ton nom. Mais je vais le trouver, ne le dis pas, ne le dis pas. Et avec Thomas du Citoyen. Bonsoir. C'est un scandale. J'ai failli le dire à ta place. Mais ça va, je me suis rattrapée. Oui, c'est vrai. Bah écoutez, je vous écoute, je vous laisse introduire votre petite chronique. Bah du coup, toujours Isor du Radio Cote, hein, on est là avec petit Thomas qui va un peu nous parler du lobbying à travers l'histoire. Donc on entend souvent parler du lobbying, mais au final, c'est quoi exactement ? Tu peux un peu nous donner une définition assez simple, hein, parce que bon, lobbying, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Oui, je vais essayer de faire simple. Il faut réfléchir au mot en lui-même à l'origine. Et donc, lobby en anglais, ça veut dire antichambre. Et donc, les lobbies, c'était à l'origine les pièces qui étaient autour de la Chambre des communes et la Chambre des lords au Parlement de Westminster, à Londres, donc le Parlement du Royaume-Uni. Et c'était dans ces pièces que se déroulaient les rencontres entre les groupes de pression, entre guillemets, et les parlementaires. Ok, et du coup, pour moi, on a tous en tête l'image du lobbyiste avec son costard qui passe des coups de fil aux politiques. Mais est-ce que ça ressemble vraiment à ça en réalité ? À l'origine, donc, c'était plus au XVIIe siècle. Donc déjà, il n'y avait pas de téléphone. Donc il fallait aller sur place, parler avec les parlementaires. Et donc c'est dans ces fameux lobbies que tout se déroulait. Et c'était plus un contact directement humain, discret, informel, que vraiment des coups de téléphone. Et voilà, donc c'est pas vraiment comme on l'imagine dans les films avec des groupes de pression, c'est beaucoup plus simple, humain, voilà. C'est ça, et à la base je pense qu'il y avait aussi moins de grosses entreprises, etc., comme on peut connaître aujourd'hui peut-être. Oui, c'était une autre échelle. Donc c'était peut-être plus des privés, etc. Voilà. Donc l'image du mec en costard qui vient faire des gros coups de fil avec beaucoup d'argent, je pense que pour l'époque c'était pas encore dans le thème. Mais ils portent toujours des costards, non ? Ça dépend les lobbies. Merci Isor. Le lobby écolo n'est pas vraiment en costard. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, tu nous as parlé des origines du lobbying. Donc, si je comprends bien, ça existe depuis que les démocraties existent, en fait. C'est ça, c'est un peu difficile à situer, mais c'est l'apparition des démocraties ou semi-démocraties. Par exemple, au début de la Révolution française, même si c'est pas une vraie démocratie, c'est très bourgeois, c'est quand même des gens qui votent avec des grandes assemblées, et donc c'est plus facile d'influencer d'un grand groupe de parlementaires petit à petit qu'un roi. Le roi, c'est lui que ça regarde. Vous ne savez pas faire du lobbying sur une seule personne. Dommage, hein. J'aurais bien fait un petit check avec le roi. Et en fait, pourquoi le lobbying, il est bien vu aux États-Unis, alors qu'en France, il a une réputation beaucoup plus sombre. C'est une grosse différence de mentalité qui explique ça. Quand les États-Unis ont été créés en 1791, ils se sont libérés du joug anglais, donc ils ont promulgué une constitution très libérale. Et le premier amendement garantit aux citoyens une liberté d'expression et un droit de rassemblement, et pour exprimer leur avis auprès de leurs représentants. Et donc, se regrouper pour faire pression sur les représentants, c'est en fait très bien vu, parce que c'est l'expression de son droit le plus fondamental qu'ils n'avaient pas quand ils étaient dominés par les Anglais. Et en Belgique, on a un peu... Qu'est-ce qu'on a un peu comme vision du lobbying ? On a une vision extrêmement française du lobbying. Parce que... On aime bien les recopier, les Français. Oui, à l'époque justement où ça s'est instauré, on était français d'ailleurs. Donc c'était au moment de la Révolution française où l'Assemblée nationale, qui est composée essentiellement de bourgeois, veut balayer toutes les règles, et notamment une loi intéressante qui s'appelle la loi Le Chapelier, qui est une des premières lois votées en France, interdit les corporations. Vous savez, les corporations, c'est ces groupements de métiers qui donnaient toutes les règles sur les choses. Et ces corporations sont interdites, donc il est interdit de se regrouper en profession pour contrôler la chose. On doit faire une chose totalement libérale, un libre marché. Et donc, faire du lobbying, c'était faire ça sous le manteau, pas très visiblement, et donc ça laissait une très mauvaise image de tout ça. Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'aujourd'hui ça se voit encore fort dans les lois des différents pays pour la gestion des lobbies. Non, ils n'organisent pas de la même façon, je crois. Groupes de pression au niveau du gouvernement, même aujourd'hui, quoi. En France, il y a très peu de lois qui l'encadrent, et c'est surtout une interdiction, alors qu'aux États-Unis, c'est des temps de parole précis avec des rendez-vous, donc c'est très, très cadré là aussi. En plus, je pense que j'ai entendu il y a pas longtemps qu'il y avait eu un souci de lobbying, mais je sais plus avec l'État, mais je sais plus c'était quelle entreprise. J'ai un peu bugué, je sais plus. Je sais pas si vous avez. En France ? Non, il semble. Peut-être Europe, ouais. Ouais, il y a eu une affaire Huawei il y a pas longtemps. Ouais, on en a parlé. C'est ça, c'est Huawei. C'est un lobbying qui est un peu dégénéré en corruption. Donc ok. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, on va pas en parler, sinon ça va faire politique. On l'a évoqué tout à l'heure dans la chronique sur la démocratie. Les auditeurs sont déjà au courant. Voilà, tout est lié en fait dans cette émission, c'est une dinguerie. C'est ça, c'est parfait. Et alors, comment ils ont évolué les lobbies depuis ?
Alors c'est surtout avec la naissance de l'Europe que ça va évoluer, parce qu'au début, dans les années 58, je pense, le traité de Rome a été créé, et qui instaure notamment la Commission européenne, qui est un espèce de gouvernement au-dessus de tout le monde. Sauf que personne ne reconnaît vraiment son autorité, trouve que ça sert un peu à rien, et donc pour se donner une autorité, l'Europe va elle-même aller voir les groupes industriels et financiers pour leur demander ce qu'ils veulent et comment on va créer une Europe libérale. Et donc, c'était une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'avant, c'était juste les lobbies vers le parlementaire, et là, c'est le parlementaire vers le lobby et inversement. C'était une toute nouvelle façon de voir les choses. Ok. Comment tu dis le lobby vers le parlementaire? C'est-à-dire qu'ils allaient dans les lobbies donc pour parler vers le parlementaire et donner leur avis. Là, c'est l'Europe qui va vers pour demander ce qu'il faut faire, en gros. Et c'est vraiment très nouveau. Parce que c'est hyper lié au Parlement européen aujourd'hui. C'est ça. Et par exemple, un lobby qui très tôt a participé à ça, c'est le lobby de l'agriculture, qui va par exemple demander la création d'une politique agricole commune, la PAC. Et donc c'est sur la proposition des agriculteurs et du lobby que l'Europe va créer cette institution. Ok. Et du coup, depuis qu'il y a l'Europe, les lobbies ont plus d'influence, non? Ils ont plus d'influence, en tout cas à un niveau qui leur correspond mieux. Oui. Ok. Parce que je me dis, par exemple, si on parle de la PAC, en Belgique, les lobbies agroalimentaires ou quoi vont pas avoir beaucoup d'influence, tandis qu'au Parlement européen, c'est pour ça qu'ils sont très connus à Bruxelles, notamment, je pense. Exactement. Et du coup, on parle beaucoup aussi des lobbies industriels et financiers, mais est-ce qu'il y a aussi en fait des lobbies citoyens, des groupes qui défendent des causes comme l'environnement ou les droits humains? Oui, évidemment, ça a évolué avec le temps. Au début, c'était très financier, très... sur le commerce, quand les Anglais sont arrivés dans l'Europe, c'était leur préoccupation. Mais après, un élargissement de l'Europe à 15 membres, 25 plus 28, ça va donner des nouvelles préoccupations. Par exemple, l'arrivée des pays scandinaves, comme le Danemark, la Suède, ils vont amener leur vision très nature, environnement, et donc des lobbies suédois vont s'imposer pour demander des décisions plus écologiques. Et en fait, dans les films et les séries, on voit parfois en fait le lobbying comme de la corruption déguisée. Est-ce que c'est vraiment le cas ou ça arrive souvent? Alors le lobbying en lui-même, c'est pas de la corruption, parce que les lobbies ne font que donner leur avis, expliquer les enjeux qui eux les intéressent ou ce que ça va changer. Mais donc un politicien qui est dans son bureau, il peut toujours décider d'écouter ou pas. Par exemple, je prends un politicien qui doit choisir pour la création d'un oléoduc ou quelque chose comme ça, il va avoir le lobby du pétrole d'un côté qui pousse et le lobby écolo de l'autre côté qui freine. Et donc il va devoir se faire sa décision entre les deux lobbies, mais c'est lui qui est maître de sa décision. Ah ok, d'accord. Mais est-ce que les lobbies parfois donnent pas quand même des sommes d'argent, etc. pour essayer d'acheter? Ça arrive. Et quand les parlementaires acceptent une somme d'argent, là c'est de la corruption. Ça c'est de la corruption. Et parce que c'est pas légal. Ça c'est totalement illégal, évidemment. Ok, d'accord. Ouais. Mais même la proposition en leur disant ok on vous donne de l'argent, même proposer c'est déjà dans la corruption. Ça. Si le politicien refuse, le lobby est quand même coupable de corruption. Et ça existe, ça a existé, ça existera encore, mais ils sont souvent repérés. D'ailleurs, comme on en parlait avec Huawei, ça s'est vu, et il y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Toujours acheter les choses quand même. Et finalement, si on veut peser face au lobby, nous, en tant que citoyens, on peut faire quoi concrètement? Concrètement, comme je l'ai dit, le parlementaire, il est dans son bureau et c'est lui qui choisit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est choisir le parlementaire, quelqu'un qu'on trouve qu'il a une éthique. Et ça, pour choisir, c'est très simple, il suffit de voter. Voter pour des gens en qui on a confiance, et c'est là que on trouve les vraies valeurs normalement. C'est dur, hein? Ouais. Après, parfois, les gens se trompent. Moi, je sais pas en qui avoir confiance. Hein. C'est pour ça qu'il faut venir au débat du Code citoyen. On est venu, bien évidemment. C'est vrai. Écoute, merci énormément pour cet éclaircissement sur le lobbying à travers le temps. Vraiment, on a appris chronique très intéressante et très enrichissante. Donc, merci beaucoup. On a appris beaucoup en la faisant aussi. C'est parfait. Trop bien. Mais écoutez, on va se laisser sur un petit air d'Italie parce que l'Italie me manque. Sans blague. Et que voilà, j'avais envie. Donc je vous laisse sur Ballad da Nostalgia.
On se retrouve avec le Radio Cote chez Louise et on va maintenant parler des GAFAM. Pour cela, nous sommes en compagnie de Laurette du Radio Cote. Hello. Et de Chris et Colin du Code Citoyen. Bonjour. Yo. Écoute, Chris, je te laisse la parole. Très bien. Aujourd'hui, nous, notre chronique, on va simplement parler du lobbying, mais plus particulièrement autour des GAFAM, parce qu'il y a beaucoup de scandales autour des GAFAM. C'est aussi le groupe où la défense, où il y a beaucoup de lobbyistes qui cherchent à défendre les GAFAM, notamment pour tout ce qui est en lien avec les données, etc. C'est vraiment eux qui ont la main mise au Parlement européen aussi, entre autres. Le premier truc qui est très important à différencier au niveau des GAFAM, c'est déjà de faire la différence entre les groupes d'intérêt et les lobbyistes. Je ne sais pas si on l'a apprécié plus tôt dans la chronique, mais vraiment le lobbyisme, c'est plus... il y a un côté qui est moins propre en fait, tout simplement parce qu'en fait un lobbyiste, ce qu'il peut faire, c'est créer des amendements qu'il va directement donner aux parlementaires pour qu'il n'ait plus qu'à les déposer au Parlement, pardon. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très facile. Et la corruption, évidemment, elle s'invite au Parlement assez facilement de cette manière, du coup. Ok, super. C'est assez particulier, ouais. Ouais, et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce terme de GAFAM, c'est juste un acronyme pour désigner... En vrai, intéressant de le préciser. Oui, c'est nécessaire, je pense. Ouais. Pour désigner les 5 plus grosses entreprises technologiques, toutes américaines forcément. Donc GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft qui est venu s'ajouter récemment. Sinon, avant, on parlait de GAFA, tout simplement, sans Microsoft. La régie demande juste à Colin de se décaler vers sa droite. Mais il me montre pas le panneau, moi je savais pas lire, il bougeait. C'est pas grave. Merci la régie pour cette intervention. Je comprenais pas ce qu'il me voulait. T'inquiète Marie, t'inquiète. Et du coup, est-ce que vous avez par exemple des exemples de lobbyistes belges pour les GAFAM ? Alors oui, et particulièrement à Bruxelles, il y en a énormément de lobbyistes. Okay. Un des plus populaires qui va venir défendre pas moins d'une 60aine de firmes américaines, dont les GAFAM, c'est l'acronyme AmCham pour American Chamber of Commerce. C'est pas la chambre de commerce américaine à proprement parler, c'est vraiment un lobbyiste à part. C'est pas la même chose et c'est vraiment dans les top dépensiers. On a aussi plusieurs consultants, des cabinets de lobbying, des cabinets d'avocats, des think tanks aussi. Au niveau du nombre, voilà, on représente ici à Bruxelles, on a plus ou moins 12 489 organisations qui sont recensées, soit près de 50 000 personnes, ce qui est énorme. Ouais. C'est énorme, ouais. Sinon, pour d'autres lobbyistes, voilà, on a des agences de relations publiques comme Fleischmann Hillard qui aussi dépensent énormément d'argent. Déjà rien qu'en 2025, jusqu'à maintenant, mars, pardon, ils ont déjà dépensé 11 millions d'euros pour défendre des intérêts de groupes, notamment les GAFAM, pas seulement, mais notamment les GAFAM. On a aussi d'autres noms un peu compliqués du style FTI Consulting, Burson Cohn, Wolf Kreb. Enfin, voilà, je passe les détails, mais c'est pas ce qui manque. Trop bien. Mais du coup, Colin, selon toi, combien elles dépensent pour défendre leurs intérêts ? Alors, selon moi, j'en sais rien du tout. Mais selon ce que tu as cherché sur Internet. Mais en fait, il y a une étude qui est parue tout récemment de 2 ONG, donc Lobby Control et Corporate Europe Observatory. Et selon ces 2 ONG, les GAFAM auraient dépensé, enfin, les lobbyistes pour les GAFAM auraient dépensé plus de 100 millions d'euros en 2022 auprès seulement de l'Union européenne, donc sans compter ce qui se passe aux US ou à Paris, parce qu'il y a aussi beaucoup de lobbyistes à Paris forcément. Donc c'est vraiment des chiffres énormes et ce sont des chiffres qui seraient à mon avis à revoir à la hausse parce que les lobbyistes ils n'aiment pas trop oui, à mon avis il y a des choses qu'on sait pas exactement. Ils n'aiment pas trop montrer les chiffres et donc c'est forcément à revoir à la hausse quoi. Et c'est pour ça qu'il y a l'Union qui essaye vraiment de légiférer pour imposer la transparence, mais le but des lobbyistes forcément c'est de contourner les lois et ils le font assez bien en ce qui concerne la publicité de leurs chiffres. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Sinon aussi au niveau de la transparence, c'est aussi un thème qui est assez important. Voilà, les lobbyistes avaient ce côté un peu sombre, voilà, plus rester dans l'ombre, mieux ça les arrangeait. Pas de chance parce qu'en 2011, la Commission européenne a établi un registre de transparence des lobbies autour du Parlement européen pour toutes les entités qui cherchent à influencer des parlementaires.
Bon, petit bémol, l'inscription est facultative, entre guillemets. C'est encore un peu sombre. Ça a été créé en 2011. Le registre, il est d'abord commun au Parlement européen. Ensuite, il y a eu la Commission et très récemment, le Conseil de l'Union européenne qui l'a rejoint. Plusieurs institutions pour être certain tout simplement que voilà, n'importe qui cherche à influencer soit un minimum enregistré et voilà, avoir des traces, quoi, tout simplement. C'est ça. Et du coup, comment procèdent-ils ? Est-ce qu'ils ont des campagnes de communication ? Comment sont leurs finances et comment sont leurs collaborations ? Il y a vraiment plein de méthodes en fait, parce que c'est pas aussi simple que ça. Ils vont pas se pointer devant le bureau d'un député pour demander d'abroger tel ou tel texte, ça se passe pas comme ça. Ils essaient d'être un peu plus subtils et forcément l'argent rentre énormément en jeu et ils n'hésitent pas à financer énormément d'entreprises ou encore des universités ou des médias justement pour faire pression sur les décideurs publics. Mais ça pose quand même un gros problème d'un point de vue démocratique, on en a déjà parlé avec Lou tout à l'heure. Les universités sont les lieux de savoir, les lieux de connaissance, et à partir du moment où ces lieux-ci sont corrompus par l'argent pour influencer le Parlement européen ou les US ou que sais-je encore, on le voit bien aux US ici avec Trump qui essaie de contrôler la science, c'est un énorme problème antidémocratique, tout simplement. Ou encore, ils essayent de se créer un réseau hyper dense, par exemple en recrutant d'anciens eurodéputés ou alors des fonctionnaires qui étaient haut placés, qui sont retraités. Et en échange d'argent, ces personnes-là influencent en faveur des GAFAM. Enfin, il y a énormément de moyens qui sont mis en place et c'est extrêmement compliqué de les contrer. Vraiment. Et le but, en fait, vu qu'ils ne peuvent pas les abroger, c'est vraiment de déposer des amendements, comme Christopher l'avait dit juste avant, pour essayer de pouvoir les contourner plus facilement après, de rendre tel texte plus lâche pour pouvoir passer outre, quoi, franchement. Exactement. Et si je peux rajouter une petite en aparté, bon, c'est pas vraiment en lien avec les GAFAM, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'aussi on n'a pas des lobbyistes au niveau surtout du pétrole, des sociétés pétrolières, pardon, qui n'ont pas hésité à payer des scientifiques de renom pour qu'ils affirment simplement que le réchauffement climatique n'a pas existé. Et c'est quand même assez fort si du jour au lendemain, on a un scientifique qui toute sa vie s'est battu pour dire que le réchauffement climatique allait totalement anéantir la planète, du jour au lendemain, il arrive et il nous dit « Ah bah non, en fait, on a remarqué que selon telle étude qui a été financée par devinez qui, en fait, il n'y a pas de réchauffement climatique. » Donc c'est assez fort pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Ouais, c'est ça, ils sont corrompus en fait à ce stade-là. Ah oui, c'est de la corruption, mais voilà, malheureusement, même les scientifiques ont appris, et c'est facile à voir, malheureusement. C'est ça, quoi. Mais du coup, est-ce que ça a un impact sur la réforme fiscale et sur l'influence des données personnelles ? Alors évidemment, l'objectif des GAFAM, la réforme fiscale, voilà, il n'y a pas de secret. Les GAFAM ne payent pas beaucoup d'impôts, encore moins ici en Europe. C'est vraiment un gros problème. À noter que une petite précision, l'optimisation fiscale c'est légal, l'évasion fiscale ça ne l'est pas. Alors évidemment, on va jouer par tous les moyens pour optimiser sa fiscalité, notamment, voilà, il n'y a pas de secret, on va passer par l'Irlande, qui est vraiment le plus beau pays en termes d'optimisation fiscale. Sinon, les GAFAM ont aussi cherché à influencer les réformes qui visaient à taxer plus efficacement donc, les géants numériques, comme je viens de dire, notamment la taxe GAFA et la réforme de la fiscalité internationale qui a été menée par l'OCDE et le G20. On a aussi une pression sur les États et sur les institutions. Ils ont exercé une pression sur les États qui étaient le plus favorables aux réformes, notamment la France. Ils ont menacé de réduire en fait leurs investissements ou de répercuter les coûts sur les consommateurs et les PME. Et aussi aux États-Unis, notamment sous l'administration de Trump. Voilà, ils ont plaidé auprès des autorités américaines pour freiner cette mise en place d'une taxe numérique européenne, ce qui a conduit à évidemment des fortes tensions commerciales. Et moi j'avais une question, mais ça c'est vraiment genre selon vous, pas en fonction de ce que vous avez vu sur Internet et tout. Est-ce que vous pensez que ce lien entre lobby et GAFAM va évoluer positivement en mode est-ce qu'il va y avoir des choses mises en place pour je sais pas, que ça se démocratise un peu plus, que les gens soient plus au courant, ou justement est-ce que ils vont continuer à faire ça un peu dans le dos des gens et que personne soit au courant, parce que perso j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un lien entre les deux. Mais l'Union européenne essaie vraiment de légiférer là-dessus, mais c'est compliqué de résister. Ouais, c'est clair. L'argent est roi.
Et les lobbyistes l'ont compris. Et s'ils doivent mettre encore plus d'argent pour influencer les décisions, ils mettront l'argent. On peut le voir de la semaine passée encore, il y a eu un scandale avec Huawei qui avait payé des parlementaires. Ça me fait rire, on en parle dans chaque chronique de début. Ah bah incroyable, ouais. C'est le petit point, le petit fil rouge. Ça tombe à pic, hein, vraiment. Oui, non, vraiment, mais plus de transparence, je pense qu'on peut y arriver. On peut leur imposer ça, mais est-ce que ça aura vraiment un impact sur, in fine, les décisions politiques? J'en sais rien. C'est juste que les mauvaises décisions seront plus transparentes et plus connues des citoyens. Donc, ça, c'était mon avis personnel. Ouais, je trouve aussi qu'on peut y arriver, mais il y a un bout de chemin à parcourir. Et comme je l'ai dit, plutôt tout a un prix, malheureusement, dans notre monde. Donc, malgré toutes les pratiques qu'on peut mettre en place pour éviter que ça déborde, voilà, je pense qu'ils finiront toujours par trouver un moyen et trouver des idées pour contourner les lois. C'est pas ce qui manque. Donc, ouais, c'est ça. Surtout qu'ils ils ont l'argent pour le faire. Ah oui, c'est ça. Quand on dépense 12 millions déjà rien que jusqu'au mois de mars. Ouais, on dit que tout ne s'achète pas, mais finalement, la question se pose un peu quand même. Mais surtout que c'est un peu plus masqué que ce que l'on pense, parce que quand on pense à un lobbyiste, on pense à une seule personne. Mais ça peut être une université, je l'ai déjà dit, ça peut être un média, ça peut être un cabinet d'avocats. Enfin, si même des juristes se mettent à influencer les décisions en faveur d'une entreprise privée. Il y a du bon lobbying comme il y a du mauvais lobbying, bien sûr. Pour revenir sur les dépenses, voilà, il n'y a pas de secret dès qu'il s'agit de sociétés, pour défendre des sociétés pétrolières, pharmaceutiques et les GAFAM, c'est les 3 plus gros secteurs tout en haut de la liste. Mais voilà, en dessous, on a aussi plus des lobbyistes féministes. Ça aussi, ça existe. On a des lobbyistes pour l'environnement. Donc, évidemment, ils ont moins de moyens, mais ils existent. Bah super, merci les gars, c'était hyper intéressant en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette chronique. Et on va maintenant s'écouter U-Turn de Aaron. Oula, je sais pas où il est. Ok, c'est bon. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, you know there's still a place for people like us. The same blood runs in every head. You see, it's not the wings that make the angel. Just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. 'Cause you're the best paint life ever made. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been,
I'll be your guide. Et on se retrouve pour une dernière chronique ce soir avec le Radio Code chez Louise. Alors on va parler pour cette dernière chronique des lobbies écologistes. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Pauline du Radio Code et de Colin et Alexandre du Code Citoyen. Voilà, rebonjour le Radio Code. Rebonjour. Alors, commençons cette magnifique chronique. Alors, avec vous, on parlait des lobbies écologistes. Mais avant tout, c'est quoi un lobby et peut-être plus particulièrement les lobbies écologistes ? Du coup, un lobby écologique, ça s'inscrit dans la thématique, comme on parle depuis tout à l'heure, des lobbies en général. Et il en existe plusieurs formes. Donc, on s'est dit que c'était bien de réexpliquer ce que c'était un lobby tout court. Donc, un lobby, c'est un groupement, une organisation ou alors des associations qui vont défendre des intérêts politiques, financiers, etc. auprès d'institutions politiques, mais aussi d'entreprises. Donc c'est très large. Et pour ce faire, ils vont utiliser différents procédés. Donc ça va par exemple être organiser des rencontres entre des représentants d'une entreprise et des représentants politiques. Ça va aussi se faire via des moyens financiers, mais à savoir que évidemment tous les lobbies n'ont pas les mêmes moyens financiers. Les lobbies des énergies fossiles, évidemment, ils engrangent bien plus de revenus que les lobbies écologistes dont on va parler. Et donc les lobbies en général, comme je le disais, ils ont différentes facettes. Donc on va avoir les lobbies très connus qui sont connotés assez négativement, les lobbies des énergies fossiles. Tu peux peut-être en citer quelques-uns, les énergies fossiles ? Ouais, les énergies fossiles, par exemple, l'entreprise Total Energy qui est surreprésentée à la COP, mais ça on en reparlera après. Et donc on voulait aussi mettre en lumière les lobbies qui sont connotés plus positivement, donc les lobbies par exemple féministes. Finir l'émission par du positif. Voilà, c'est ça. On avait envie de finir par du positif et donc on voulait mettre en lumière les lobbies écologiques qui eux, donc ça va être le même principe, défendre des intérêts, mais là défendre des intérêts environnementaux. Et ils le font dans des associations politiques, notamment au Parlement européen, parce qu'en Europe c'est eux qui ont le lead sur l'environnement. Et aussi évidemment auprès de grandes entreprises, comme on citait Total Energy, mais il y en a d'autres. Voilà. Ouais, mais du coup, ça prend plein de formes différentes. Donc, évidemment, il y a des ONG internationales. On connaît Greenpeace, le WWF. Amnesty International aussi a de l'influence au niveau écologique. Mais il y a aussi des mouvements, des think tanks, des mouvements citoyens. On connaît Extinction Rebellion, par exemple, ou Code Rouge à ce niveau-là. Et même des entreprises, au final, qui font des actions en faveur de l'écologie. Alors, c'est pas forcément du lobbyisme en tant que tel, parce qu'ils n'ont pas, comme Wally l'a dit avant, Alexandre, les mêmes moyens que, tu peux l'appeler Wally. que les grandes entreprises ou quoi. Mais du coup, c'est plutôt à plus petite échelle, organiser des rencontres entre décideurs politiques et des collectifs citoyens, avec Greenpeace aussi. Et c'est à plus petite échelle, et du coup, forcément, la réussite que ça amène est moins visible, elle est moins impactante, mais au final, elle peut valoir beaucoup plus. Par exemple, on parle au Parlement européen des objectifs en émissions carbone d'ici 2050. Tout ça, c'est des choses qui ont été vraiment faites grâce à l'appui des lobbies entre guillemets écologistes. Donc, c'est ça. Donc des pétitions, des trucs comme ça. Ouais. C'est une façon un peu différente de faire du lobbyisme, du coup, parce que qu'on pourrait moins associer du lobbyisme, mais au final, c'est quand même ça, parce que l'idée, c'est d'influencer sur des décisions politiques par... c'est ça, voilà. C'est ça, final, c'est même mieux parce que, en total, ok, ils ont plein d'argent et tout, mais donc, ils le mettent. Moi, je préfère 1000 fois quelqu'un qui parle et qui fait signer une pétition et qui fait connaître le sujet que Total qui met juste 5 millions pour. On sait même pas quoi. C'est pour ça aussi qu'on les voit plus positivement, parce que la façon dont ils font les choses et l'impact qu'ils ont est plus positif pour le monde, objectivement.
Après, on va pas se le cacher, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'arriver à des résultats. Et ils sont pas forcément aidés. Genre, on peut voir à la COP 29, la dernière qui a eu lieu en Azerbaïdjan, il y avait près de 2000 lobbyistes des énergies fossiles et quelques centaines de 300 pour tous les mouvements écologistes, pour l'environnement. Mais dans un monde où tout s'achète, c'est compliqué de faire sa place quand on est juste honnête et qu'on vient. Et surtout qu'ils sont beaucoup moins, surtout, c'est ça le problème. Ouais. Mais on voit du coup sur la COP, l'impact qu'ils ont est forcément beaucoup plus réduit. Et même, alors que c'est censé être une conférence qui est pour le climat, et au final, c'est pas eux qui ont la voix la plus. Je sais même pas comment on leur laisse leur place. Enfin, pour moi, ils devraient, peut-être être présents peut-être à 2-3% max, quoi, mais c'est pas leur place. Enfin, je suis désolé. Pour les lobbyistes de l'énergie fossile. Oui. Mais ça fait beaucoup de controverses et c'est pour ça que il y a beaucoup de partis et d'associations écologiques qui essayent d'alerter sur leur présence à ces COP. Mais forcément, puisqu'on parle d'énergie, comme on parle d'impact climatique, évidemment, eux, ils vont tout de suite puisque ça les concerne directement et on accepte leur présence. Mais donc, il y a beaucoup de militants écologistes, etc., qui viennent à ces événements-là. Qui se révoltent. Après, faut pas se dire que ça, il n'y a pas de résultat non plus. Enfin, je parlais du coup des objectifs carbone de l'Europe, mais il y a plein d'avancées qui se font grâce à ces personnes. Mais au final, c'est surtout grâce à l'activisme que ces groupes et ces organisations écologistes peuvent faire avancer les choses. C'est moins une forme de lobbyisme conventionnel, quoi. Ouais. Et donc l'activisme, on parle de Code Rouge, d'Extinction Rebellion, qui font des actions un peu choc. Je pense que en fait, on avait aussi envie de mettre en avant ce rôle activiste et militant qui est très lié au lobby écologiste. Parce que donc, les lobbies, ils sont plus conventionnels à essayer d'organiser des réunions avec des politiques pour arriver à des accords et des négociations. Mais souvent, s'ils ont du poids, c'est parce qu'ils ont des branches ou en tout cas des indépendants, des associations qui vont faire des mouvements activistes. Donc l'activiste, j'ai même pris une petite définition du Larousse. C'est un système de conduite qui privilégie l'action directe. Donc ça veut dire tout ce qu'on voit, des blocages d'entreprises, occuper des endroits, faire des manifestations, etc. pour vraiment faire un peu presque de la désobéissance civile. Je ne sais pas si vous savez, il n'y a pas longtemps en Belgique, il y a un groupe dont on parlait qui est Code Rouge. Là, c'est pas du lobbying à proprement parler, c'est vraiment de l'activisme. Un mouvement de désobéissance civile, c'est comme ça qu'il se présente. Ouais, voilà, c'est un mouvement de désobéissance civile qui est allé bloquer un site de Total Energy. Et ça rend parfois service aux lobbies écologistes, puisque, comme ils vont parler avec des politiques, mettre en avant des problématiques dont on ne parle pas beaucoup, via des mouvements activistes, ça va le mettre sur la place publique et ça va faire plus de pression sur le politique et donc donner plus de poids aux lobbies écologistes dans les négociations. Parfois aussi, après, ça a un impact négatif dans le sens où ça donne une mauvaise image de certaines choses. Oui, et c'est plus compliqué pour d'autres groupes qui veulent plus discuter d'avoir un rôle. Mais du coup, l'équilibre, un peu, ça dépend des situations. Oui, c'est ça, ça dépend des groupes et jusqu'où ils vont et ce qu'ils font. Et donc, il y a des militants parfois qui vont vraiment aller dans des mouvements plus radicaux. Mais on a des associations environnementales comme Greenpeace et la WWF qui, elles, pour le coup, sont très connues. Qui ont aussi des groupes activistes. Ils ont fait beaucoup de mouvements. Je ne sais pas si vous savez, on en a noté quelques-uns. Il y a eu à Rio, ils sont allés sur le Christ Rédempteur, vous voyez la grande statue, et ils avaient mis une énorme banderole pour sauver la planète. Ça, c'est typiquement un groupe, un mouvement militant qui fait de mal à personne et qui veut alerter et faire parler, mettre des sujets sur la place publique. Sur les réseaux, on poste une photo de ça et ça y est, ça part direct. Quoi. On l'a vu dans l'histoire du monde, il n'y a jamais rien qui a bougé sans activisme, sans manifestation. Et je pense que c'est important, même pour des groupes importants comme Greenpeace, de continuer à agir aussi de cette façon-là, quoi. Et vraiment les lobbies écologistes, du coup, ils se reposent beaucoup aussi sur le côté activiste et les militants, notamment comme on parlait des COP. Il y a beaucoup de militants qui sont présents en COP pour dénoncer la présence des lobbies des énergies fossiles à ces discussions qui portent sur le climat, et forcément les énergies fossiles vont pas forcément plaider en cette faveur. On voulait vraiment montrer que du coup c'est pas que des formes de lobbyisme positif, négatif, qu'il y a des choses qui s'en rapprochent mais qui ne le sont pas vraiment non plus, et sur des thématiques comme l'écologie, c'est forcément une façon de faire qui est différente et qui a un impact différent aussi. Et Alexandre, tu avais peut-être une dernière petite anecdote à nous parler des lobbies sur oui, c'est ce que j'allais dire. Par exemple, on parlait des lobbies qui sont très actifs au Parlement européen, mais en Europe en général. Et en Norvège, je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, ce qui s'est passé en fait, c'est que le gouvernement norvégien à l'époque voulait donc introduire une loi
pour autoriser l'extraction minière des océans, mais ça allait vraiment être un désastre climatique à l'époque. Et donc, il y a eu du militantisme et des lobbies qui se sont associés pour aller faire des actions et discuter en Norvège. Et ça a créé tout un mouvement pendant vraiment plusieurs semaines qui a fini par créer un groupe composé d'associations, de lobbies, de militants, de politiques pour faire pression sur ce projet de loi. Et donc, au final, le projet de loi n'est pas passé. Il a été reporté parce que le gouvernement avait beaucoup trop de pression sur lui. Et donc, ça, c'est un exemple d'une victoire. Et donc maintenant, il est seulement reporté parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit d'accord, on voit que ça va vraiment être grave ce qu'on fait, donc on va demander une commission avec des scientifiques qui vont venir vérifier la faisabilité du projet, et si c'est vraiment trop catastrophique pour l'environnement, ce qui est sûrement le cas, on ne le fera pas. Et donc ça, c'est un exemple d'une victoire. On disait qu'on voulait finir sur une note positive. C'est trop bien, merci beaucoup. Finir sur ce genre de choses. C'est super. Merci beaucoup à vous deux d'être venus en tout cas. Mais écoutez, c'était donc la dernière chronique de cette émission en collaboration avec Le Citoyen. Merci à vous d'être venus et de nous avoir partagé toutes ces informations hyper intéressantes. Merci. Je vais vous laisser une petite minute, 30 secondes, ce que vous voulez, de pub pour partager vos réseaux sociaux, vos prochaines actis et pour inviter les gens à venir à vos recrutements. Très bonne idée. Du coup, petit rappel, on est le Code Citoyen, on fait des événements qui invitent à discuter, à débattre sur des thèmes de citoyenneté, politique, actualité. Là, pour l'instant, on a encore un petit événement demain c'est notre grand jeu, donc c'est peut-être un peu tard pour s'inscrire, mais si jamais vous voulez vraiment, vous pouvez nous envoyer un petit message. Mais on fait encore, cette année, on fera une conférence sur la légalisation du cannabis et une collaboration avec le CAPJ sur la thématique de l'extrémisme dans le monde. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Très important de nous suivre sur les réseaux sociaux. On y poste aussi à la fin de chaque semaine les actualités de la semaine. On fait des petites fiches pour les nuls, si jamais il y a sur des sujets. En mode Hugo Décrypte, genre. C'est ça. Parfois, je nous présente comme le coach Hugo Décrypte, mais c'est pas le cas. On fait vraiment des trucs quand même bien différents, mais. Voilà, sur nos réseaux sociaux, il y a plein de choses et on fait aussi, vous verrez tous les événements qui peuvent arriver. Et alors, dernière chose, on fait la semaine prochaine un souper recrue encore pour recruter des nouveaux membres au COT et peut-être par la suite en fonction des besoins si jamais ça intéresse. C'est ça, c'est le 26 mars. Allez-y, ils sont trop sympas. Mais écoutez, encore un grand merci pour cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine chez Louise, comme tous les mercredis, de 19 à 21. Et n'hésitez pas aussi à aller écouter le podcast Cappuccino, disponible sur Spotify et Deezer. Chaque mercredi de 19h à 21h, retrouve ta dose de potin, de trucs et astuces et de bonne humeur avec l'équipe du Radio Cote.